Bonjour à tous, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 2 juin, mardi 2 juin, pour vous présenter la mise à jour 3.6, celle qui arrive donc très prochainement, qui arrivera même, je peux vous le dire dès maintenant, qui arrivera demain en bêta. Pour ce faire, on va vous présenter ça pendant peut-être 2 bonnes heures. Je pense que on a beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. Bon, il y en a déjà une partie qui a été faite. Bref, on va vous présenter le sommaire, toute la mise à jour, tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais avant de commencer dans le vif du sujet, je me retourne sur ma gauche pour vous présenter mes incroyables invités qui sont avec moi aujourd'hui. Je suis avec Yola. Comment tu vas, Yola ? Salut, ça va ? Ça va bien, ça va bien. Je suis aussi avec Cool. Bonjour. Qui sont tous les deux GD et qui ont travaillé sur la partie raid. Donc c'est la première partie qu'on va évoquer dans ce live. Et sur la recherche de groupe. Et sur la recherche de groupe, tout à fait. Et on a un nouvel arrivant, une nouvelle personne que vous n'avez encore jamais vue en live. Vous avez déjà vu Talshara qui est venu pour vous présenter un petit peu les méandres du dev server. Et nous a un deuxième volontaire qui s'est porté garant de présenter et de répandre la bonne parole du dev server. Comment ça va ? Ça va, pour cette première fois. Ça va. C'est vrai que j'ai même pas dit Losaka, Ouais, qui est avec nous aujourd'hui, qui a aussi travaillé sur les raids et qui va nous apporter un peu plus d'informations et de choses importantes pour la suite sur les raids. Bref, donc ce live va durer à peu près environ 2 heures. On va faire quelques changements d'intervenants au fur et à mesure pour pouvoir changer d'un sujet à un autre et donc pour pouvoir vous présenter de manière assez exhaustive toutes les informations de cette mise à jour. Alors, avant de commencer, deux petits points. Le premier, déjà, c'est que y a une bonne partie des sujets qu'on va aborder dans ce live qui ont déjà été présentés dans le devblog. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place depuis maintenant plusieurs mises à jour. C'est d'essayer de vous partager un maximum d'informations en amont pour qu'il n'y ait pas une quantité énorme d'informations lors du devblog, lors du live, qu'on ait plein de questions. Donc ça vous permet déjà d'appréhender le sujet. Donc on va être là pour présenter dans les grandes lignes les différents sujets qui ont été présentés dans les devlogs et surtout de répondre à vos questions. La deuxième partie, c'est que on va faire une session questions-réponses à la fin de chaque sujet. Donc aujourd'hui, il y en a 7. Donc à la fin de ces sujets-là, on va répondre à vos questions qui sont en lien avec ce sujet-là. Et en toute fin de live, si vous avez des questions qui sont sur d'autres sujets, on pourra aussi y répondre. Mais on va essayer de se concentrer sur les questions sur chaque sujet pour essayer de pas trop se disperser. Bref, on est parti pour vous présenter la mise à jour 3.6 sous le sobriquet de Red is not dead, un joli jeu de mots pour les plus vieux, rêve de vieux. Ouais. Ah bah bravo ça. Tous ceux qui auront la ref, ils se sentiront vieux maintenant. La mise à jour 3.6, donc comme je le disais, la bêta est prévue pour le 3 juin, donc c'est demain, sans vous préciser d'heure parce que on prend toujours des pincettes, mais ce sera demain si tout va bien, et pour une mise à jour le 23 juin. Eh bien écoutez, c'est parti. Voici un petit sommaire des différents sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Donc on va parler dans un premier temps des raids. C'est un sujet qui a déjà été présenté lors d'un devblog. Donc on va évoquer certains sujets qui ont déjà été présentés, répondre à vos questions. Pareil pour les pages perso et la recherche de groupe qui sont les 2 sujets suivants. On va parler ensuite du combat, donc tout ce qui est lisibilité. Un premier devblog a été présenté aussi sur ça. On va pouvoir vous donner un peu plus d'informations sur celui-ci. Sur le tutoriel, pareil, un devblog qui a été présenté, le Dofus Dex, et on va finir sur une partie autre, qui sont là un petit peu les sujets qui n'ont pas forcément été présentés dans un devblog, mais qui sont à la fois des quality of life, des équilibrages, ou d'autres choses qui arriveront pour cette mise à jour. On a un certain nombre d'autres sujets qui arriveront. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de commencer directement par les raids. C'est parti. Donc sur les raids, il y a un devblog qui a été publié en début d'année de cette année. C'était le 22 juin. À la base, on voulait et on devait les sortir en décembre de l'année dernière, en même temps que les modifications sur les guildes. On a fait le choix de les repousser parce que d'un point de vue technique, c'est des sujets qui sont assez sensibles quand même, et aussi parce qu'il y avait certaines questions de game design qui méritaient et qui devaient être interrogées avec la communauté. Donc sur la partie un peu technique, je vais passer la patate chaude à Losaka qui me regarde avec des grands yeux. Grosso modo, sur les raids, donc on l'a présenté un petit peu dans le devblog, on a certains éléments techniques qui sont assez nouveaux, mais aussi et surtout un système d'instanciation. Donc c'est le fait que les joueurs seront sur des plans parallèles et ne croiseront pas les autres gens qui font des raids. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà en jeu, mais qui méritait d'avoir des améliorations. Oui, c'est ça. En gros, on avait déjà un système qui permettait de passer toutes les personnes sur des maps parallèles.
notamment avec Incarnam surtout. Mais on a fait un nouveau système qui a été utilisé pour les halls de guild, qui ont servi de test pour tout ce système-là, et qui à la base était prévu pour les raids, et qui du coup sort avec la mage, et qui était un gros morceau, parce que le code est compliqué sur cet aspect-là, Et assez vieillissant. Et ouais, très vieillissant. Donc on l'avait déjà en jeu avant, c'était notamment dans le cas Incarnam, mais dans un périmètre assez restreint. C'était un contexte assez particulier aussi, Incarnam. Voilà. C'est surtout les halls qui ont permis de faire ce test-là, vu que c'est vraiment de l'instanciation qui vient en fonction de l'utilisation, avec chaque guild peut avoir un hall, c'est pas comme Incarnam où justement c'est en fonction de la population dessus. Là c'est vraiment de l'instanciation qui se fait. Vous inquiétez pas pour le micro, vous inquiétez pas pour le micro, C'est en cours. c'est en cours de correction. Il des boutons derrière, c'est bon. Du coup, il y avait ces questions techniques et aussi il y avait des questions de game design, si je puis dire, qui ont à la fois fait beaucoup parler dans le devblog, dans le sondage, mais aussi en interne, de savoir notre position exacte sur le nombre de personnes qu'il devait y avoir dans un raid, à quel point on l'ouvre, à quel point c'est difficile, à quel point il doit y avoir du monde, à quel point il y a peu de monde. Bref, je peux vous en laisser parler si vous avez quelques informations en plus à évoquer sur ça. On va dire que nous, dans notre vision, on s'est dit que les raids c'était un vecteur pour réunir les gens et notamment les guildes. Du coup, on était parti sur un nombre assez grand de participants. Maintenant, voilà, on a entendu ce que la communauté disait, donc on a un peu réduit le scope. On veut quand même garder cet aspect ouvert à beaucoup de monde, mais on a un peu réduit. Ça reste quand même plus gros que les donjons. L'idée, c'est pas d'avoir des copies conformes des donjons. Donc voilà, on a écouté sur ce point-là. D'avoir vraiment une nouveauté, tout en gardant quand même une accessibilité, le juste milieu. C'est ça, et puis c'est pour un peu diversifier les activités et pas toujours faire la même chose, au moins ça change. C'est quand on dit ouvert à beaucoup de monde, c'est ouvert à beaucoup de monde en même temps. Donc Oui, c'est 8 joueurs d'un coup. On en parlera un petit peu. Entre 8 et 16, ouais. Entre 8 et 16. Et du coup, le premier devlog nous a permis de récolter un maximum de réponses pour pouvoir un petit peu avoir votre avis sur cette question-là. Donc il y a eu un deuxième devlog où il y a eu des ajustements qui ont été faits, notamment sur le nombre de raids qui étaient faisables par semaine, la durée, l'ouverture des membres en dehors de la guilde et le nombre de membres nécessaires dans un raid. Bref, on va vous présenter donc la fonctionnalité des raids et aussi les 2 raids qui arriveront pour cette mise à jour-là. Donc il y en aura 2 qui arriveront. Et dans le futur, on ne s'engage en rien. Ça dépendra beaucoup aussi de la réception que vous en ferez. C'est des choses qui ne sont pas anodins à faire en termes de temps de production. Donc si c'est des choses qui plaisent beaucoup, ce sera des choses qui arriveront dans le futur. Et à contrario, peut-être qu'ils arriveront dans un rythme un peu plus lent en fonction de ce que vous en pensez et de comment vous interagissez avec la fonctionnalité. Bref, eh bien écoutez, c'est parti. Sur les raids, c'est directement quelque chose au guild et directement dans l'interface de guild. Est-ce que tu veux en parler, Yola? Ou tu me laisses continuer après? Ah non, je peux. Suite à la mise à jour des guilds qu'on a fait récemment, ça manquait quand même d'un gros contenu PVM qui était exclusif aux guilds. Là, on avait les missions et du coup, c'est pour ça qu'on a rattaché les raids aux guilds et pas comme un donjon classique pour justement donner de la plus-value aux guilds encore plus, quoi. Oui, et du coup, les guildes devront acheter ces raids dans la boutique de guild. D'ailleurs, il y a eu un petit couac lors de la publication du devlog où il y avait des prix un poil élevés. Ouais, le prix était un poil élevé. Ouais. Et pour la bêta, ils seront à 0 kama, donc vous pourrez en faire autant que vous voudrez pour tester ça. Donc vous aurez accès dans votre boutique de guild les 2 raids que vous pourrez acheter, qui apparaîtront dans votre liste de raids dans votre interface, et que vous pourrez ensuite rejoindre. Les membres de la guilde pourront rejoindre. Vous pourrez même inviter, du coup c'est une nouveauté, inviter des joueurs d'autres guildes dans le raid jusqu'à ce que vous ayez le nombre nécessaire. D'autres guildes ou de pas de guildes? Ou pas de guilde. Donc là, dans cette interface-là, on peut voir qu'il y a une description pour pouvoir renseigner, du genre on va commencer à 14h, et il y a la liste de toutes les personnes. Dès que le nombre de personnes est nécessaire, le capitaine va pouvoir lancer le raid, et si toutes les personnes acceptent, eh bien c'est parti, les joueurs sont téléportés dans le raid. Ensuite, une fois que les joueurs sont dans le raid, ils vont avoir un suivi. Donc c'est une petite interface, un peu comme ce qu'on fait parfois, notamment sur les songes. Donc un module sur le côté qui va permettre de lister les différentes activités et l'état de l'équipe actuellement. Donc ils sont différents entre vos 2 raids, ces 2-là. Ça va dépendre du raid, quoi. C'est ça, il y a des objectifs, ça qui vont être un peu communs dans le sens où il y en a dans les 2 raids, mais par contre il y a des spécificités. Dans un, il y a une
il y a du sel, dans l'autre il y a des points de vie qu'on peut perdre en Ouais. fonction des... On peut voir là sur l'écran que les deux à gauche, c'est pour le raid du Gigolodon, et à droite, c'est... Donc il y a Les des petites sanctuaires, ouais. variations. En fait, l'idée, nous, côté design, c'est qu'on s'est donné des contraintes de qu'est-ce que va être un raid, et ensuite on s'est permis de faire des variations pour ouvrir la possibilité à plus tard faire ce qu'on veut sur les raids. Oui, et du coup, dans ce sens-là, il y a beaucoup d'outils qui ont été développés spécifiquement pour les raids, donc que ce soit la vie, le score, le temps, toutes ces choses-là, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, on a commencé le développement avec un des 2 raids. Et puis après, on a fait toutes les adaptations de ce que l'autre raid ne voulait pas, ce qu'un autre raid voulait, etc., etc. Il a fallu adapter et faire en sorte que ce soit paramétrable assez facilement par les GD pour qu'ils puissent pas faire les raids qu'ils veulent à l'avenir, comme pour la mage. Oui, et à la différence d'un donjon, par exemple, lorsque les game designers développent un donjon, ils vont demander des nouveaux visuels de monstres, mais ensuite ils ont toutes les boîtes à outils. Les monstres, c'est des choses qui sont assez classiques, si je puis dire. Donc toute la boîte à outils pour pouvoir en designer des nouveaux. À la différence des raids, c'est que les raids, ils ont souvent des règles spécifiques. Il y a souvent Yola et Cool qui viennent nous voir pour nous dire « Et si on pouvait faire ça, ce serait vraiment cool !» Exactement Et généralement, c'est des nouvelles boîtes à outils qui sont nécessaires, et donc là, ça passe par du développement en plus, quoi. Ouais, bah, beaucoup de développement. Mais maintenant, il y a la boîte à outils. C'est beaucoup de personnes. Il y a un nouveau système central qui va nous permettre de faire ce qu'on veut, et ensuite il y a des petites variations et des petites adaptations qui permettent de faire quelque chose de spécifique à chaque raid. Donc là, en l'occurrence, on va les présenter un petit peu après les raids, mais on peut voir que du coup, ils ont des spécificités, comme vous disiez, et on peut voir aussi la liste des objectifs. Donc il y aura des objectifs à remplir, et du coup, ça permettra de voir les objectifs qui sont réalisés et ceux qui sont encore à faire. Une fois que le raid est terminé, c'est le moment des récompenses. Ou alors, parfois pas récompense si c'est vraiment pas de chance, mais Si vous êtes alors trop qu'est-ce que nul. c'est ces récompenses? Il y a un peu de tout. Il y a des guildatons. En fait, il faut. Ça dépend de- Ouais. Ça dépend des raids. Déjà, il y a des récompenses individuelles, des récompenses à l'échelle de la guilde, selon comment on les donne. Ici, dans la frise de récompense, il va y avoir de l'XP, des guildatons et des coffres qui donnent différentes ressources, voire équipements, voire familier rare. XP de personnage, ouais. Et donc ça, c'est ce qu'on obtient à la fin. Et ça fonctionne comme une frise, un peu comme les temporis, si j'ose dire le mot interdit. Et en gros, Il a dit temporis, non. et en gros, chaque raid va avoir sa propre frise et on va pouvoir choisir laquelle on va pouvoir sélectionner chaque semaine. Et chaque semaine, on va devoir pouvoir récupérer les récompenses d'une frise. Il faut savoir que dans chaque raid, il n'y a pas de drop sur les monstres comme sur les combats classiques des donjons. Tout le loot qu'on va avoir dans les raids, c'est des loots spécifiques aux raids qui seront que pendant les raids. Et du coup, en fonction des objectifs que vous allez réussir, vous allez avoir ces fameux coffres qui donnent des ressources, des équipements, des familiers. C'est une autre manière de donner des récompenses, quoi. C'est ça. L'idée derrière ça, c'est que comme les raids peuvent être faits jusqu'à 16 ou 12, on ne peut pas se permettre d'avoir un combat où il n'y a qu'une seule partie du raid qui peut participer et donc dropper l'objet intéressant. Ça serait pas très équitable pour tous les participants. Alors qu'en donnant un coffre à tout le monde du raid, si le boss est vaincu, ça permet à tout le monde d'avoir une chance de drop l'objet. En fait. Vu qu'il y a plein de combats en parallèle dans les raids, pas tout le monde va... Si on avait mis des drops, pas tout le monde pouvait drop au même endroit. Donc là, au moins, tout le monde va avoir les mêmes récompenses parmi toute l'équipe qui fait le raid, quoi. Et sur cette histoire de frise qui peut être récupérée qu'une seule fois, il faut savoir que si vous faites le choix d'en récupérer une et que vous refaites une deuxième fois le raid dans la semaine, si vous faites un meilleur score, alors vous débloquez les récompenses supplémentaires. Ouais. Donc le supplément par rapport à votre première tentative. Donc ça, c'était les récompenses pour la frise. Donc il y a des ressources exclusives, une nouvelle panoplie par raid, une panoplie 3 objets. C'est ça que vous pourrez trouver sur la bêta. Que vous pourrez trouver sur la bêta, qu'on va pas vous Exactement. présenter maintenant, mais qui peuvent être intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Un familier cosmétique, comme tu disais, et il y a aussi une partie ladder. C'est ça. Je vais voir le ladder. Le ladder, pareil, il dépend des raids. Et les récompenses de ladder, c'est purement secondaire. Un peu comme Gargandias, on ne va pas forcer les joueurs à jouer le ladder. Donc ça va être des récompenses de type reconnaissance de guilde pour des cosmétiques. Ça va être des ornements éphémères, débloquables, qui vont être éphémères uniquement pendant 1 an. Au bout d'1 an, vous allez pouvoir le débloquer de manière permanente. Je t'ai volé la phrase. Très bien. Bon, Et pour ceux oui. qui ont des questions sur les ornements éphémères, on en parle à la toute fin du live quand Yola ne sera plus là. Oups. Ce sera beaucoup mieux cette partie du live, donc restez bien jusqu'à la fin.
Voilà, et de l'XP de guild aussi. J'ai dit XP de guild, reconnaissance de guild, et ornement, titre. Et un titre. C'est ça. Et oui, on a vu que certaines personnes parlaient des récompenses de ladder. Faut savoir que dans le sondage, déjà, le ladder, c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. Il y a une partie des gens, j'ai peur de dire des bêtises, je crois qu'on l'avait partagé dans le deuxième devlog, mais je crois que c'est environ un tiers qui est intéressé pour un ladder, 50% qui n'ont pas d'avis et le reste qui sont contre. Mais c'est quelque chose qui ne fait pas l'unanimité. C'est pour ça qu'on ne veut pas mettre des récompenses exclusives, que ça ne tombe pas dans des abus en mode cette guilde-là, elle gagne tout le temps, c'est elle qui a le monopole sur cette ressource-là. Et ensuite, ça fait des mafias. Disons qu'on est assez réticent au fait d'avoir des nouvelles mafias qui se forment en jeu. Il y en a déjà eu par le passé, évitons d'en avoir des nouvelles. Ça, on aime bien les ladders, on aime bien la compétitivité, mais on veut pas que ça déséquilibre trop le jeu, donc on va souvent sur des cosmétiques et voilà, Ni vous forcer à les faire, on quoi. teste des choses. Donc voilà pour les récompenses, et donc on va parler maintenant donc des raids, plus spécifiquement de chacun des deux raids. Donc vous allez voir, ils ont chacun leur particularité. Donc c'est parti, on va commencer avec le sanctuaire des jardins éternels. Et je me retourne vers Yola parce que c'est lui qui a travaillé sur ce raid. Oui. Alors, il y a déjà toutes les infos dans le devlog, donc je vais pas y aller dans les détails parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Comme l'a dit Rebecca, nos deux raids sont vraiment différents, donc il y en a pour tout le monde. Pour ce qui est du mien, ça va être un raid où il y aura deux parties. Il y aura une partie combat, et une partie énigme, où vous allez être jusqu'à 16 et vous allez devoir vous organiser pour faire des énigmes en RP dans différentes zones pour faire apparaître des mini-boss. Et après, vous divisez en 4 pour faire les combats des mini-boss. Puis après, vous retrouver et faire des combats en simultané. Puis après, faire les 2 boss finaux, où ce sont des gros combats à 8. Donc là, je l'ai vraiment résumé. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, on veut faire différent des donjons, c'est que là, il y a vraiment une partie roleplay avec des énigmes, des choses à faire. C'est comme vraiment voir ça comme une mini-zone sous forme de donjon, quoi. Je vais donner quelques réponses déjà à des questions que j'ai vues qui est en lien avec ce que tu disais. Donc les raids, les combats qui seront dans les raids seront des combats qui sont équilibrés pour du contenu niveau 200, mais il n'y a pas de restriction forte sur la participation de quelqu'un. Donc si quelqu'un est niveau 100, il pourra participer au raid. Donc dans ce raid-là, il sera notamment utile dans le cadre des épreuves et des énigmes. Pour le cas des combats, ce sera un peu plus compliqué. Dans le raid numéro 2, il y a aussi quelques possibilité que des personnes un peu plus bas niveau puissent être utiles dans le raid, mais par contre sur les combats ce sera des 2 joueurs. Et Oui. pour répondre à la question est-ce que les énigmes sont rejouables ou s'ils découvrent une fois et après c'est connu, alors la manière dont les faire, oui, mais par contre il y a des centaines et des centaines de solutions différentes en fonction de l'instance. Dès que vous allez rentrer dans un raid, tout est randomisé et toutes les énigmes sont différentes. Donc en fait, vous pouvez pas avoir la solution en avance, même si y a une page avec les 1024 solutions différentes. Dans tous les cas, le mieux c'est de les faire. Il y aura pas de solution, quoi. Oui, donc l'énigme 1 par exemple, ce sera toujours un échiquier, mais la solution de l'échiquier sera différente à chaque fois. Dofus pour les noobs va vous dire comment faire les énigmes, mais va pas vous dire c'est quoi la bonne énigme, quoi. Je sais pas si je suis clair. La deuxième question que j'ai vu passer, c'était sur le challenge, à quel point c'est difficile. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il a été designé pour être finissable par un groupe de 16. Pour un groupe de 16 qui joue plutôt bien, ça devrait bien se passer. Si vous êtes moins, genre jusqu'à 8, là, ça peut être plus compliqué de réussir à atteindre les dernières étapes du raid. Est-ce que tu confirmes ? Oui, je confirme. Parfait. C'est ça. Un petit point sur la map de cette zone-là. Donc, bon, vous l'avez déjà vu normalement dans le devblog. On voit ma souris, c'est parfait. Vous apparaissez ici sur le centre. Il y aura 4 sous-zones dans lesquelles vous serez téléporté pour résoudre les énigmes. Une fois que l'énigme sera résolue, vous atteindrez le couloir avec le farm et ensuite les combats finaux qui seront en haut de la map. Donc voici la carte sur laquelle vous allez arriver lors du lancement avec les différents portails pour aller dans les différentes parties. Et vous organisez, savoir qui va dans telle zone pour résoudre les énigmes, sachant qu'il y a des infos dans toutes les zones pour toutes les énigmes. À vous de voir comment vous vous organisez pour passer à la suite, quoi. Voilà pour la partie sanctuaire. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter sur ce raid-là ou pas ?
Bien. Pas du tout, à part que sur les derniers boss, il y a des nouvelles mécaniques Oui. qu'on n'a pas fait. Oui, il y a quelques mécaniques Je sais pas intéressantes. si on a envie de spoil, mais il y a des nouvelles mécaniques qu'aucun boss a dans le jeu actuellement. Donc c'est une manière aussi de tester différents boss, quoi. On passe ensuite à la partie Gouffre du Gigalodon, qui est donc le nom du deuxième raid. Exactement. Parle-nous-en. Yola. Cool, Du coup, on est sur un raid un peu plus terre à terre par rapport à celui de. Puisque lui, Bravo, il est ça un peu doit- psychédélique. Super. On est une équipe, les gars, une équipe. Mais non, mais c'était dans le sens où je veux dire que ce raid-là est un peu plus basé sur le farm et la récupération d'objets et le drop, en fait. Puisque vous allez vous enfoncer dans le gouffre et devoir récupérer des trésors que vous allez ramener dans un coffre et vous échapper avec. Et donc vous avez un temps fini pour récupérer le plus de trésors, battre des boss et atteindre les étages inférieurs en allant de plus en plus profond pour gagner des meilleurs trésors. Voilà, c'est pour ça. Il y a un peu moins d'énigmes, un peu plus de, Il y en a de quelques-unes mécaniques de quand farm. même. Sachant, il y a quelques énigmes et il y a un système de lumière aussi qu'il faut gérer puisque chaque étage a une lumière un peu propre et moins on a de lumière, plus les monstres sont forts, ce genre de choses. Donc là, dans ce cas de figure-là, les joueurs qui sont pas à niveau 200, par exemple, peuvent avoir un rôle de gérer la lumière de leur côté ou de récupérer les drops des joueurs pour faire les allers-retours et les déposer dans les coffres. Il y a différentes possibilités dans lesquelles ils pourront avoir une valeur ajoutée. Exactement. Un point aussi sur la partie challenge. Contrairement au premier qui est un raid où il sera difficile d'aller au bout si vous n'êtes pas assez nombreux ou pas assez préparés, celui-ci, il n'y a pas vraiment de bout ou pas. C'est juste que plus vous en faites, plus vous aurez du score. Donc là, le challenge, c'est plus à vous de voir quel score vous voulez avoir. Le but, c'est que plus vous serez nombreux, plus vous farmerez, donc plus vous aurez un score élevé. Mais à 8, c'est tout à fait faisable. Ouais. Mais c'est juste que vous aurez un score moins élevé que les autres. C'est ça. En fait, c'est un système de stop ou encore. Donc, en fait, vous pouvez continuer à jouer jusqu'à ce que vous ayez décidé d'arrêter, sachant qu'il faut arrêter dans les temps. Mais techniquement, vous pouvez même jouer 1 minute et arrêter, juste vous aurez quasiment pas de récompense. Donc, en fait, c'est à vous de décider. Et du coup, à 8, ça marche, à 12, ça marche. Juste, plus vous êtes, plus ça sera rentable pour le drop de trésors. Ouais. Les ressources, les drops dont tu parlais sur les monstres, ce n'est pas des ressources que vous pourrez utiliser à l'extérieur du raid. C'est vraiment des ressources qui sont valables que dans le raid et qui vous permettent d'augmenter votre score. C'est pas un objet que vous pourrez vendre en HDV après. Donc pour ces raids-là, comme pour le premier raid, les récompenses sont localisées vraiment dans la frise de récompense à la fin et vous en débloquerez plus ou moins en fonction du score que vous avez. Voilà. Donc alors celle-ci est peut-être un peu moins lisible. Elle est un peu sombre. Vous pouvez voir l'enfoncement les différents niveaux de profondeur du gouffre. Et ici aussi un point sur le niveau de lumière. Un petit point aussi sur le Gigalodon, donc qui est le dernier combat. Beaucoup de nouveautés aussi et de tirage de cheveux côté serveur pour faire fonctionner ce monstre-là. Oui, clairement. Il y a beaucoup de nouveautés. Oui. Bah après, il y avait un avantage, c'est que quand je faisais des nouvelles mécaniques pour un raid, souvent l'autre raid piquait les mécaniques et inversement. Ah mais ouais, c'est trop bien ça. Ouais. Du coup, globalement, ça veut dire que pour les deux raids, les deux, j'ai dépensé que c'était des bonnes mécaniques. Du coup, j'espère que ce sera fun. Mais bon, c'était beaucoup de travail. C'est beaucoup de choses encore qui sont très loin de ce qu'on fait. Enfin, très loin. J'exagère peut-être un petit peu. Mais c'est pas des trucs qu'on voit dans Dofus habituellement. Et souvent, plus c'est loin de ce dont on a l'habitude, plus c'est compliqué à intégrer, plus on a d'autres systèmes qui sont pas du tout adaptés à avoir ce genre de choses. Et du coup, ouais. Alors ce sera pas un titan à proprement parler comme Gargandia, il n'y aura pas un ladder spécifique au Gigalodon, mais c'est en effet un monstre qui va prendre beaucoup d'espace, qui va avoir des mécaniques plutôt nouvelles et qui aura un score aussi. Voilà ce qu'on peut vous en dire. C'est ça. Mais c'est pas du tout un titan. N'en disons pas plus. Vous le verrez la première fois que vous l'affronterez. Ayez peur ou n'ayez pas peur, à vous de voir. Voilà pour la partie gouffre du Gigalodon, et ça nous emmène d'ailleurs à la fin de la partie sur les raids. Donc là on est plutôt un petit peu en avance, je dirais. Donc on est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur la partie raid, donc on va vraiment répondre qu'à la partie raid. Il y aura des succès. Il y a des Il y a des succès, ouais. Il y en a Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu des succès qu'il y aura? Alors par raid, il y a 4, 5, 4
2004. Ouais, monstre, exploration, monstres spéciaux, boss. Ouais, il y a des succès, mais pas des succès de type nomade, duo. Il n'y a pas de succès comme ça. Les succès, c'est simple. Il y a un succès d'exploration, un succès spécifique à chaque raid en fonction de leur mécanique, et des succès sur les monstres. C'est juste faire un challenge sur les monstres, et ça vous débloque le succès, quoi. Pas non plus de succès, être premier du ladder pendant une semaine. Non, pas du tout. Ce genre de choses. J'ai vu une question qui est revenue souvent, un mort définitif sur Ombre. Ça, c'est pour l'Osaka. C'est en... Bah, tu dis que c'est pour moi, mais... Non, c'est pas que pour lui. Mais... C'est en discussion actuellement. C'est encore un truc qu'il faut trancher. Je sais pas ce qu'on Dans l'idée, faire moi, je avec pense ça. qu'on devrait laisser la mort définitive. Ça fait partie des On des s'est contenus permis qui- de l'enlever sur les songes parce qu'il y avait ce C'est ça. côté aléatoire et potentiellement des incompatibilités qui allaient bloquer le joueur, ce qui était vraiment un peu unfair. Sur là, il y a pas vraiment C'est ça. d'aléatoire dans les combats, ce Ouais. qui ne justifierait pas forcément de ne pas avoir de mort définitive. Sur ça. C'est un contenu connu, ça correspond. Le but d'Ombre, c'est d'avoir de la mort définitive. Si on commence à l'enlever à chaque fois qu'on fait un nouveau contenu, on perd un peu l'essence du truc. Donc pour moi, ça devrait. Sachant que l'aléatoire est plutôt sur les puzzles de manière générale, et que du coup, ça fait pas mourir le personnage de perdre un puzzle, quoi. La question, c'est est-ce qu'il y aura de nouveaux raids par la suite si les deux premiers sont un succès? Avec grand plaisir. Si c'est vraiment la feature que tout le monde adore et que C'est ça. tout le monde fait à fond. Sachant que c'est pensé pour nous, là on a fait des raids niveau 200, mais c'est pensé potentiellement pour faire un raid de plus bas niveau, pour faire une progression un peu plus logique. En fait, tout dépendra de l'accueil, du résultat, de ce que c'est. Sachant que là, on a ouvert beaucoup de nouvelles mécaniques. On va voir si ça vous plaît, on va voir ce qui marche et ce qui marche pas. Parce qu'il y aura des trucs qui marcheront peut-être, sûrement. Alors, j'ai noté 3 questions. La première, c'est il y a quoi dans les coffres exactement? Alors, c'est différent en fonction de raids, mais globalement, c'est plus ou moins les mêmes types. C'est les ressources exclusives aux raids qui permettent de craft les équipements. Les équipements directement à un taux faible dans le coffre. Et un familier d'apparat lié au raid directement dans le coffre. Donc oui, les ressources qui seront obtenables dans les coffres, ce sera des ressources qui seront utiles pour Ouais, c'est crafter ça. les 3 objets. Ce sera pas. Il faut voir des ça un galets peu ou comme j'en un sais rien. système de pity. Les équipements, c'est vraiment super bas. C'est, je crois, je sais plus, Il y a les vraiment peu de pourcentages temps, sera affiché quoi. 1% ou un truc C'est comme ça. 1%, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et les 2 panneaux sont de niveau 200, oui. Ouais, c'est ça. Et j'ai une question. Il y avait une question sur quid des non level 200. On l'a dit tout à l'heure. Vous pouvez aller vous pouvez faire les raids. Si vous êtes niveau 150, juste vous n'allez pas pouvoir faire certains des combats contre les monstres de niveau 200, mais pour le raid du sanctuaire, vous pouvez faire les énigmes, vous pouvez quand même vous rendre utile, quoi. C'est pas le plus opti, mais vous pouvez rentrer, quoi. Sachant qu'il y a quand même une limite sur les succès il faut être au moins niveau 190 pour valider les succès, mais ça c'est un peu comme les donjons, vous pouvez les faire C'est avant ça. et les valider une fois que vous avez atteint le niveau. Et pour les équipements, est-ce qu'ils sont exclusifs aux raids? Ils sont obtenables uniquement dans les raids, mais on peut les mettre partout. Pas que dans les raids. J'ai noté aussi quelques questions de mon côté le temps que tu répondais aux tiennes. C'est bien, ça fait un ping-pong, on a l'impression que ça a été préparé en amont. Les raids ne périment pas, donc vous pouvez les acheter et ils seront valables tant que vous ne les utiliserez pas. Par contre, ceux que vous avez fait, au bout de la semaine d'après, ils apparaîtront plus dans votre interface. C'est pour éviter qu'il y en ait beaucoup trop de stockés dans la liste. J'ai vu une question, alors je ne sais pas si c'était du troll ou pas, mais ça nous permettra d'y répondre, d'un joueur qui voulait exclure certaines classes des membres d'un raid. Alors il faut savoir que le capitaine a le choix de choisir si un membre reste dans la liste ou il peut tout simplement l'exclure. Donc si vous avez une dent contre les EK, vous pouvez exclure toutes les personnes de votre guilde qui veulent rejoindre ce raid-là. Et un point sur le multicompte aussi. Donc sur le multicompte, les 2 raids sont un petit peu inégaux sur la question. Sur la partie gouffre du Gigalodon, étant donné que c'est beaucoup de farm, c'est un raid qui est beaucoup plus adapté pour le multicompte. Sur la partie jardin des sanctuaires, Oui, vas-y. sanctuaire des jardins éternels. Merci de ne pas m'avoir laissé tout seul. Sur ce raid-là, ce sera un peu plus difficile parce qu'il y a certaines énigmes qui seront à faire dans des salles en parallèle, donc ce sera pas impossible. Il y a certaines choses, pareil, dans les énigmes qui vont potentiellement un peu plus être faciles, mais ce sera pas autant facile de gérer les différentes fenêtres, donc les personnages seront pas sur les mêmes maps, etc. Donc ce sera un peu moins facile,
mais ce sera notamment sur les combats de mini-boss, sur les combats finaux, etc. Ce sera tout à fait jouable. Et donc, il n'y a pas de limitation, c'est ouvert à tout le monde. Il y a eu une question sur le scaling des mobs en fonction du nombre de joueurs. Ça marche pas comme les donjons. Tout est équilibré de manière à avoir un nombre de personnages fixe. Pour le raid du sanctuaire, j'ai des combats. Les mini-boss, c'est à 4 maximum. Du coup, c'est équilibré à 4. Les combats des boss finaux, c'est équilibré pour 8. Les 2 combats finaux, c'est des combats de 8, quoi. Donc, il n'y a pas de scaling, quoi, dans les raids. Un point aussi sur la question du côté farmable, ou est-ce que c'est hebdomadaire? Alors vous pouvez les faire plusieurs fois par semaine, mais vous serez à un moment limité par les récompenses que vous gagnerez, parce que vous pouvez récupérer qu'une seule fois les récompenses de la frise. Sachant qu'en plus ça vous coûte des kamas de guild, vous pouvez pas en générer à l'infini, donc c'est à vous de voir dans une semaine si vous voulez refaire ce raid-là et essayer d'aller plus loin, ou attendre la semaine prochaine. C'est aussi, on peut le dire un petit peu malheureusement, notre solution pour que les ressources gardent de la valeur sur le long terme, qu'elles ne soient pas surgénérées dès le début. Donc là, ça permet de contrôler la génération et d'avoir quelque chose qui se tient dans le temps. Il y a une question sur l'intérêt d'y aller à 16. Alors l'intérêt principal, c'est notamment l'organisation et le temps. Surtout le temps. Faire 2 combats. Si vous y allez à 8, vous allez devoir faire d'abord le premier combat, puis un autre combat. Alors qu'y aller à 16, vous pouvez vous diviser en 2 et faire les 2 combats en simultané, quoi. Donc vous pouvez quand même y aller à 8. Ça marchera, mais pour les plus vétérans qui veulent jouer le ladder ou jouer le temps, faut y aller à 16, quoi. Faut s'organiser un minimum, quoi. Mais oui, ça demandera plus d'organisation. Et puis c'est un truc qu'on n'a pas dit aussi, mais le ladder, il dépend d'abord du score puis du temps. Et du coup, en fonction des raids, c'est pas la même chose qui va être jouée. Parce que notamment le raid de Yola, le score sera globalement commun pour ceux qui ont le meilleur score. Mais c'est le temps qui déterminera qui est tout en haut du ladder. Alors que pour celui de Cool, c'est plutôt, vu que le score peut monter quasi éternellement, ce sera le meilleur score qui sera tout en haut. Du coup, ça fait aussi que 16, c'est plus rapide, ça marche mieux. J'ai vu une question aussi sur le capitaine, sur qui pouvait être capitaine. Globalement, le capitaine, à la base, c'est celui qui achète le raid. Du coup, il est nommé capitaine par défaut. Et après, ce capitaine-là, il peut nommer quelqu'un d'autre à sa place. Tant que c'est de la même guilde, parce que le raid appartient à la guilde et du coup on laisse sa gestion dans la guilde en gros. Mais à part ça, n'importe qui d'une guilde peut être capitaine, il n'y a pas de restriction là-dessus. Oui, tu en avais une autre. J'ai vu rapidement une question sur les prix des raids. Ouais, c'est ça. Celui de Gigalodon, c'est environ 500, si je dis pas de bêtises. 460 360, c'est 360 pour le Gigalodon, 480 pour le Sanctuaire. C'est pas le chiffre exact. C'était plus pourquoi ce prix-là, quoi, et pas pourquoi c'est pas le même prix. C'est parce que c'est en fonction parce que ça dépend du nombre max de joueurs dans le raid. C'est ça. Exactement. C'est toujours calculé sur le nombre max, et en fait, ça correspond à un peu plus de la moitié des dons hebdomadaires de chaque membre qui participe. C'est ça. Du coup, si vous êtes une guilde de 300, en fait, vous allez juste acheter plusieurs fois le même raid si vous voulez tous faire le raid, quoi. Si vous êtes une guilde de 20, vous allez l'acheter une fois. Il n'y a pas de problème, quoi. Une guilde de 8, c'est plus compliqué, quoi. Bah tiens, en vrai. Mais ça marche en vrai. J'ai vu un peu la question, mais c'est pas tourné comme ça, mais c'est quoi les minimums pour participer au raid? Minimum de personnes, c'est 8. De personnes, parce que c'est 8 pour vous deux. C'est 8 pour nos deux raids, ouais. Oui, notamment une guilde de 4, va falloir... Pour la guilde de 4, il faudra rejoindre une autre guilde. Mais non, ou inviter, inversement. Vous pouvez techniquement avoir une guilde tout seul, lancer un raid et inviter 15 personnes, quoi. Vous pouvez faire ça, quoi. Et des personnes qui ne sont pas dans des guildes, dans des guildes différentes. Sachant que les invitations en plus, il y a quelque chose qui arrive. Oui, mais pour l'instant, il n'y aura pas ça. Mais oui, par contre, si vous recrutez des joueurs externes pour le raid, eux aussi, ils ont les récompenses et les coffres et tout. C'est comme des joueurs normaux. Ils auront une interface un peu spécifique, même s'ils n'ont pas de guilde. Ils pourront ouvrir l'interface de guilde, et dans l'interface de guilde, il n'y aura juste pas de guilde, il y aura juste les raids avec les récompenses à l'intérieur. Le seul truc, c'est qu'ils ne seront pas dans le ladder. Le ladder sera uniquement pour la guilde qui a acheté le raid. Et c'est vrai que j'ai vu ça aussi. Le ladder n'est pas par personnage ni par compte. Je sais plus quelle était la question exactement, mais en gros, le ladder c'est par run c'est par guilde en gros. Du coup, c'est la run qui fait le score de la guilde. Et c'est la guilde qui obtient globalement les récompenses. Il y a une question sur qui peut acheter les raids. Il y a un nouveau droit dans la guilde qui va pop, c'est manager les raids. Et en fonction de
Si vous avez le droit, vous pouvez acheter un raid, nommer capitaine, gérer les membres dedans. Faut avoir ce droit, quoi. C'est tout. Bien écoutez, je crois qu'on arrive à peu près à la fin des questions. Se faire inviter dans une raid, on ne paye pas. Vous n'avez pas payé les kamas de guild, quoi. C'est la raid, c'est la guild qui paye, quoi. Vous venez juste gratter les récompenses et vous repartez, quoi. Et donc, si on fait le raid chez différentes guildes, on n'a pas plusieurs fois les récompenses. En fait, on a chacun sa freeze. Donc, on l'a une seule fois. Et nous, on a le meilleur score. Peu importe avec la guilde avec laquelle on le fait, on va récupérer le meilleur score qu'on a fait. Et récupérer les récompenses jusqu'au max. Et ensuite, à la semaine suivante, ça reset et on fait ce qu'on veut, quoi. Non, on ne partagera pas les stats de la panneau. On a déjà leaké énormément de choses. Et il faut de toute garder façon, un petit peu de mystère pour que vous veniez tester en bêta. De toute façon, on n'a pas prévu, elles sont pas dans le PowerPoint. Donc, Et Bon, moi, après, elles doivent être quelque part facilement trouvables. non, mais- ça, c'est ton problème. Ok, et bien écoutez, je vous propose de faire un petit changement d'intervenant. Merci beaucoup à toi d'être venu, Au revoir. Osaka. Au Et revoir. on va faire un changement si le timing est bon avec un nouvel arrivant qui arrivera très très bientôt. Et du coup, ça nous permet d'enchaîner donc sur le deuxième sujet. Qui est en régie, j'ai perdu Les pages perso. C'est les pages les perso. pages perso. Et le remplaçant arrive. Le remplaçant est là. Parfait, ça me laisse le temps de présenter le remplaçant. le remplaçant. Parfait. Bonjour, remplaçant. Belle chemise. Et ben bienvenue Frills. Donc on t'avait déjà vu lors du live de la mise à jour 3.5. Est-ce que tu peux te représenter rapidement pour être sûr que tout le monde... Ouais, tout à fait. Très rapidement, moi c'est Frills et je fais de la gestion de projet sur Dofus. Ça marche. Fais attention avec le micro. Le micro Un peu devant proche. Il va partir très loin sinon. Ok. On va parler donc tous ensemble donc des deux prochains sujets qui sont les pages perso et la recherche de groupe. Donc à l'image des raids, comme je vous disais, on va présenter beaucoup de choses qui ont déjà été présentées lors du devlog. Donc ça va faire un petit peu redite avec ceux qui ont lu avec attention tous les détails et on sera bien entendu là pour répondre à vos questions. Donc sur ces pages perso, c'était quoi l'objectif à la base, Wills ? L'idée avec le retour de cette page perso, déjà, c'était de faire revenir une feature qui était emblématique et qui avait disparu. Et puis, bien évidemment, comme tu l'as mis sur la slide, l'idée, c'est de faciliter l'entraide entre les joueurs. Dorénavant, les personnes qui se cachent derrière des panneaux sagesse ne pourront plus se cacher. Non, et puis surtout, c'est aussi l'idée de pouvoir potentiellement même s'inspirer aussi de stuff qui peuvent nous intéresser. Et juger. Juger les Potentiellement gens pas juger, c'est possible, mais c'est pas l'intérêt. De toute manière, j'en parlerai après, mais il y a la possibilité de masquer ces fameuses pages perso, mais j'en parlerai sur les slides d'après. Du coup, sur ces pages perso, elles reprennent en partie le visuel qu'on peut voir dans l'inventaire, donc à savoir le personnage. Donc il y aura 3 onglets dans cette interface. Donc comment y accéder déjà dans cette interface ? Il y aura un raccourci pour consulter sa propre page personnelle et y effectuer des modifications, qui sera avec le raccourci Shift-P. Il y aura aussi une petite icône qui s'ajoute dans le menu. Ces derniers temps, on ajoute pas mal d'icônes dans les menus. Et pour consulter la page perso d'autres joueurs, ça pourra être fait dans toutes les interfaces qui contiennent les menus contextuels. Donc par exemple, je pourrais y accéder via ma guilde, via les personnages qui sont présents dans ma guilde, dans ma liste sociale ou tout simplement en exploration avec clic droit sur un joueur. Et ça permet aussi donc pour cette page consultable, donc on en parlait tout à l'heure notamment sur les raids, de pouvoir inviter des membres qui ne sont pas dans sa guilde dans ce raid. Donc ça permet aussi de voir un petit peu, d'en savoir un peu plus sur la personne qu'on invite, notamment sur des raids où c'est des choses qu'on peut pas faire à l'infini, où ça va être 12 personnes, donc on a envie d'être avec des personnes qui connaissent un petit peu et qui sont un minimum sérieux, donc ça permet aussi de vérifier ce genre de choses-là. Donc il y a une partie aussi un petit peu personnalisation sur cette page. Alors personnalisation avec des guillemets bien entendu. Peut-être qu'on se prive pas de le faire un peu plus étendu plus tard, mais pour l'instant en tout cas il y a une personnalisation du fond possible sur cette page perso. Ouais, tout à fait. Pour le moment, il y a simplement la possibilité de personnaliser le background. Pour le moment, les backgrounds sont pas liés à des quêtes ou des succès, à de l'obtention particulière. Pour le moment, ils seront tous mis à disposition et ce sera le seul élément personnalisable. On a bien lu vos retours sur le devlog. Le fait est que ces derniers n'entraient pas dans la roadmap qu'on avait prévue
pour les pages perso. Donc tout ce qui était des demandes comme plus d'amélioration au niveau de la personnalisation, pour le moment, c'est pas envisagé. Ça a été retenu, mais ça sera pas présent sur l'ouverture de la 3.6. Oui, ce sera un sujet itératif comme on a pu le faire sur les songes ou sur les missions de guild ou des choses comme ça. Tout à fait. Qu'on retravaillera dans le futur. Et pour finir, un petit point aussi sur la partie cosmétique. Oui, tout à fait. Alors, je vais me baser sur ce que je vois sur la slide. Et je vais revenir sur les cosmétiques juste après. Actuellement, sur le screen de gauche, on voit l'onglet équipement. Faut savoir qu'il sera aussi possible de checker du coup directement les caractéristiques du personnage. Cet onglet équipement, il pourra également, comme je l'avais dit, être masqué, ainsi que l'onglet classement. Si on souhaite masquer l'entièreté de sa page profil, dans ce cas-là, ça sera même l'onglet général qui sera masqué. Mais avec une page perso en public, il y aura forcément l'onglet général qui sera dispo. Donc comme je le disais, possibilité via un petit bouton au-dessus des équipements d'afficher les caractéristiques du personnage, mais il y a également un onglet, comme tu le disais, cosmétique. Sur cet onglet cosmétique, il y aura également la possibilité d'essayer la tenue du personnage. Ça fait écho justement à la mise à jour 3.5 et avec le nouvelle interface de cosmétique. Étant donné que maintenant vous pouvez confectionner des tenues avec des objets que vous ne possédez pas, cette fois-ci vous pourrez directement créer une tenue depuis le look d'un autre personnage pour, pourquoi pas, posséder les items par la suite et arriver au même style que ce personnage-ci. Pardon. Et je vois que dans le chat, il y a le même débat que ce qu'on a vu dans les lives et qu'on a vu sur le devblog, la fameuse question de « Mais pourquoi rendre le profil non public à tout le monde ?» C'est une bonne question. On s'est posé la question nous-mêmes en interne, on a fini par trancher la question de laisser cette possibilité-là, sachant qu'après, c'est à vous de décider ce que vous voulez en faire. Si les personnes décident de masquer leur profil, C'est qu'ils ont quelque chose à cacher. c'est à vous de voir si vous voulez les recruter ou si vous lui dites bah non, je refuse de te recruter si tu mets pas ta page disponible auprès de tout le monde. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire de cette information là, mais en tout cas on la laisse disponible pour les personnes qui veulent leur intimité telle que Abel bien Yokoi. Voilà, je suis sûr que j'ai massacré le pseudo. Voilà sur la partie page perso. Alors le sujet est pas exhaustif, mais c'était une demande qui était là depuis très longtemps et qui fera beaucoup de bien, notamment pour la recherche de groupe, pour les raids ou même pour le recrutement en guild, pour absolument toutes les interactions qu'il peut y avoir, essayer de favoriser et de fluidifier un petit peu les échanges entre les joueurs. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là déjà ? En combat, il sera Quel possible silence, de quel consulter une page perso. Par contre, ce qui On ne sera attendait pas la bonne possible, question. c'est de le faire notamment en Coliseum. Ce Oui. qui du coup serait un peu chiant. Dans le futur, il y a moyen d'avoir plus de stats sur nos personnages affichage, sur les pages perso. Comme disait Fritz tout à l'heure, c'est quelque chose qui est techniquement réalisable, qui ne sera pas fait pour cette mise à jour-là, mais qu'on étudiera et qui arrivera peut-être plus tard. Oui, ce sera disponible aussi sur le serveur tournoi les pages perso. Non, les ensembles seront pas visibles. On a vu aussi sur le devblog la demande. Actuellement, vous pourrez vous constater que le stuff qui est équipé sur le personnage au moment T. Globalement, le rafraîchissement se fait quasiment instantanément, mais en effet, il n'y aura pas la possibilité de consulter les ensembles pour se préparer sur un donjon et conseiller à un autre personnage d'essayer tel ou tel ensemble. Il y aura par contre les métiers et l'alignement, oui. Il n'y a pas de description personnelle par contre. Pareil sur les métiers, côté personnalisation, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais sur l'onglet général, vous avez la possibilité de mettre en avant 5 métiers spécifiquement, et après il y a un petit CTA ou au hover de votre souris, vous pourrez voir tous les métiers. Un Tous petit les bouton. Oui, un CTA, call to action, un bouton. Il n'y aura pas la liste de tous les succès que la personne aura réalisés, ce sera juste les points de succès que la personne aura fait. Et pour savoir si c'est en temps réel, lorsque vous ouvrirez la page, vous verrez exactement l'équipement que la personne avait au moment où vous avez ouvert la page. Par contre, si une fois qu'elle fait ces modifications-là, ce ne sera pas en temps réel, donc il faudra la rafraîchir. Ouais, c'est ça. Faudra fermer Réo.
Eh bien écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des pages perso. On va passer à un sujet qui est nettement plus velu, disons. Ok, oui. La recherche de groupe qui était, à l'image des pages perso, quelque chose qui a été longtemps attendu. On a souvent vu le retour passer comme quoi c'était dommage que ce soit là, pas là à la 3.0. Comme on disait lors des vœux de début d'année, l'objectif c'est de enfin aborder des sujets qui avaient été repoussés depuis de nombreuses années et qu'on prend le temps de faire aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'on aurait toujours aimé les avoir avant, mais bon, à un moment, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est arrivé pour cette mise à jour-là. Donc un sujet très conséquent. Comme vous avez pu le voir, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Donc on va essayer de vous retranscrire ça en live. Ça va pas être évident. Disons que le mieux, c'est aussi d'aller sur le devblog si vous avez des questions. Bien sûr, on répondra aussi à vos questions. Bref, recherche de groupe, comment ça va marcher? J'y vais, allez, t'y vas Je pars sur les deux fonctionnements pour commencer. Ouais. En fait, de base, dans le design, on a déjà deux visions qui s'opposent dans la recherche de groupe. Qu'est-ce que la recherche de groupe? Est-ce que c'est quelque chose pour trouver des gens rapidement avec qui jouer et faire du contenu, ou est-ce que c'est trouver les bonnes personnes pour faire un contenu spécifique? Et ça, c'est quelque chose qui nous a amené à nous décider à faire une recherche de groupe qui est split un peu en deux, avec de la recherche automatique et de la recherche par annonce qui permet d'avoir un fonctionnement plus ciblé. Et donc ça, c'est la base du design. Et à partir de là, on a itéré sur chaque truc. Je pense que tu vas présenter chaque... Oui. Mais ta question de base était vraiment intéressante et c'est d'ailleurs celle qu'on a essayé de questionner et de voir quel était l'engouement pour chacune des deux parties dans le Dofus Labs qui a eu sur le sujet. Donc encore merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de répondre à ce Dofus Labs. Et force est de constater, de voir que les deux étaient tout autant attendus l'un que l'autre. Et que quand on dit recherche de groupe, pour l'un, ça veut dire complètement l'un. Ils n'avaient pas du tout pensé à l'autre et inversement. Donc on se retrouve à faire une double feature dans la feature, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon cas personnel de consommation de Dofus, j'étais persuadé que le tableau d'annonce ferait beaucoup plus mouche. Et au final, force est de constater que le matchmaking a répondu à beaucoup de demandes des joueurs. Eh bien, écoutez, passons directement. Donc, alors, matchmaking, appelons ça recherche automatique. On a quelques défauts de langage parce que essayons de garder les bons mots. J'allais dire wording alors que je vous dis de pas faire des anglicismes. C'est terrible. Donc sur la recherche automatique, là aussi, donc ce sera une recherche automatique. Ce sera le premier onglet de l'interface et il y aura deux catégories de recherche automatique. Yola, est-ce que tu veux nous en parler? Impeccable, je vais le faire. Parfait. Alors pour la recherche automatique, d'abord, on va avoir la recherche aléatoire qui va vous permettre de sélectionner une tranche de niveau. C'est sur 20 niveaux, si je ne m'abuse. Et vous allez lancer la recherche et vous allez tag avec des gens qui cherchent probablement un donjon ciblé ou un donjon aléatoire. Et vous allez faire un donjon aléatoire parmi cette tranche. Sachant que c'est aléatoire, on donne des bonus d'XP et de drop à la personne qui fait la recherche aléatoire. Et il va pouvoir avoir, limité par 3 par semaine, des coffres de ressources liées à la tranche de niveau sur laquelle vous avez choisi, qui va vous permettre de vous garantir une ressource de boss de cette tranche de niveau. Que 3 fois par semaine. Et bien sûr, sans 3 fois par semaine max. Parce que si fois par vous semaine, faites max. des comportements un petit peu toxiques ou anti-jeu, vous perdrez ces récompenses-là. Vous pouvez faire 20 recherches aléatoires, vous allez avoir le bonus d'XP et le bonus drop, mais par contre, les coffres, c'est limité à 3. Et bien sûr, vous n'avez pas besoin de faire de clés. Vous n'avez pas besoin d'avoir de clés pour faire ces donjons. Le point important, c'est que vous devez être tout seul pour pouvoir lancer cette recherche. Exactement. Tout à fait. Et pour compléter du coup ce que tu disais, tu parlais du fait qu'on pouvait sélectionner une tranche de niveau, on peut sélectionner plusieurs tranches de niveau, c'est tout à vrai fait. aussi. Ouais. Par contre, du coup, le coffre, lui, dépendra bel et bien du donjon que vous avez effectué. Lui contiendra les ressources de gardien de donjon de la tranche de niveau concernée. Donc tous les boss qui sont concernés par cette tranche de niveau. Et le dernier élément de précision à ce que tu disais, c'est en effet, c'est tous les 20 niveaux, sauf la dernière tranche Qui est la 197-200, c'est ça. Donc si vous sélectionnez la dernière tranche qui est 190-200 et la toute première tranche, vous pouvez tomber sur un tournesol sauvage ou un éternel conflit. Voilà. Et d'ailleurs, j'y pense, dans les règles de matchmaking, alors ça, c'est une règle... De recherche automatique, tu veux dire?
De recherche automatique, tout à fait, Patchy. Il y a un autre abus de langage juste en dessous, mais dans les règles de matchmaking, il y a la possibilité, en fait, la file aléatoire, son objectif principal, c'est d'essayer de compléter les groupes qui proviennent de la recherche classique, qui est annotée comme ciblée juste en dessous, mais on va en parler un peu plus en détail juste après. Par contre, il y a des règles d'assouplissement. Si jamais en aléatoire, on n'arrive pas à vous matcher rapidement, avec des personnes issues de la file classique où on cible les donjons, alors dans ce cas-là, il y a plus de chances que des joueurs qui proviennent de files aléatoires matchent ensemble. Je réponds à une question tout de suite. Faut-il avoir déjà le donjon pour y parvenir? C'est les mêmes restrictions que une téléportation, par exemple. Si vous n'avez pas fait le Royal Moot et vous pouvez pas vous pouvez pas faire un Tengu, quoi. Oui. C'est vraiment des restrictions, les restrictions classiques, quoi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait. Le donjon. Il faut avoir débloqué le fait de pouvoir faire le donjon. Et concernant les tranches de niveau, pour avoir accès à une tranche de niveau, il faut que le personnage ait le niveau maximum de la tranche de niveau. Donc par exemple, pour la tranche 1 à 20, c'est la pire que j'ai choisie, 21 à 40, il faudra forcément que le personnage soit minimum niveau 40, parce que l'idée, c'est justement que la file aléatoire soit là pour bonifier la recherche automatique et pas que le joueur soit un poids dans l'équipe potentiellement. Donc globalement, si quelqu'un de la recherche automatique tombe dans votre groupe, il aura forcément le niveau max de la tranche du donjon ou plus, ce qui est bénéfique pour vous en fait. Puis après, il y a la recherche ciblée. Du coup, là, vous avez une liste de donjons. Vous pouvez cliquer sur la liste de donjons que vous pouvez voir. Vous pouvez en sélectionner plusieurs, à condition d'avoir la clé ou le trousseau et les conditions d'entrée. De toute façon, ça, vous allez le voir directement sur l'interface si vous y avez accès. Vous avez pareil des petites étoiles liées à la difficulté du donjon par rapport à leur tranche. Donc si vous voyez des donjons niveau 30 avec 4 étoiles, c'est normal parce que si vous êtes niveau 30, il est dur pour des niveaux 30. C'est ça. Et quand vous allez lancer la recherche, vous allez taguer en priorité avec des gens de la recherche aléatoire pour qu'ils puissent trouver un groupe. Puis après, des autres gens qui cherchent votre donjon en question, quoi. L'autre précision à apporter sur la recherche classique, par abus de langage, en nom de code, nous on dit ciblé, mais c'est la recherche classique dans votre interface, c'est qu'elle peut être lancée avec des groupes déjà préformés jusqu'à 3 joueurs, contrairement à la recherche aléatoire qui, elle, se lançait seule. Et de fait, les restrictions que tu citais tout à l'heure de est-ce que j'ai débloqué la zone, est-ce que j'ai le niveau nécessaire, est-ce que j'ai la clé, dans ce cas-là, elles s'appliquent à l'ensemble du groupe. Si par exemple, en tant que chef du groupe, vous souhaitiez lancer un donjon issu des donjons que vous voyez par exemple sur l'interface, il est parfaitement possible que vous ayez absolument toutes les conditions de remplies, mais si un des joueurs de votre groupe ne les remplit pas, ce sera indiqué au niveau de la tooltip et tout en haut de l'interface pour que vous compreniez pourquoi est-ce que ce donjon, dans ce contexte précis, n'est pas sélectionnable. Et c'est que la recherche aléatoire qui est limitée en solo. Je vois que ça pose des questions. En donjon classique, vous pouvez chercher en groupe. Oui, on peut expliquer déjà pourquoi en recherche aléatoire c'est limité en solo. C'est que c'est beaucoup trop fort. Déjà que en solo, il y a des joueurs qui trouvent que c'est beaucoup trop fort le 30% XP drop et le fait qu'il n'y ait pas de clé. Là, si on peut avoir 3 personnes en donjon aléatoire et on n'en a plus besoin que d'une seule, là c'est vraiment beaucoup trop bypass. Donc le donjon aléatoire, la philosophie, comme l'a dit Frills, c'est de remplir et d'aider les personnes qui cherchent un donjon spécifiquement. C'est pour ça qu'on leur a donné des récompenses. C'est pour ça qu'on n'a pas donné de clé. C'est aussi pour leur inciter les gens à venir dans celle-ci pour aider les autres. Parce qu'on sait que aider sans récompense, c'est pas trop ça généralement. Enfin, je dis pas que tout le monde ne le fait pas, mais... En fait, on récompense pas vraiment l'utilisation en tant que telle. On récompense le fait d'aider les autres et de prendre quelque chose au hasard pour aider. Je vois qu'il y a des questions sur les succès et tout. Ça, vous allez voir après le tableau. Là, c'est plus pour le tableau des annonces, la partie de cibler les... J'ai vu un vous allez B4 voir ou B8, c'est toujours B4. B4 puisque B8 on pourra passer plutôt par l'autre système. Donc là, si je resume... Pardon. Non, je t'en prie. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que B8, paradoxalement, ça va rallonger le temps des files, en fait. Quand bien même il y a l'aléatoire, du coup, ça voudrait dire qu'on va matcher plus d'aléatoires, mais du coup, ils seront moins disponibles pour répondre à plus de demandes. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a limité en B4 sur cette feature-ci. Oui. Donc là, si je résume, partie recherche automatique, votre but, c'est de trouver un groupe B4 rapidement, sans vous prendre la tête sur un donjon spécifique, ou si vous avez un peu de temps de dispo, de faire un donjon, avoir des récompenses supplémentaires,
et accessoirement aider quelqu'un. Peut-être que ça peut vous donner un peu de baume au cœur de savoir que vous avez aidé quelqu'un qui avait besoin d'un donjon pour une quête. Donc c'est une philosophie qui est très Il est mignon. Moi, ça me donnerait du baume au cœur. Allez, on enlève les clés, on enlève les bonus, juste l'entraide, c'est bon. Ça t'embête pas de remettre la slide d'avant parce que du coup en fait elle est non contractuelle et à la limite ça peut être intéressant d'en parler parce qu'actuellement vous voyez la petite tooltip de donjon qui s'affiche au survol et on voit un élément qu'on n'a pas conservé dans la production qui est le délai d'attente. Oui. Bon, techniquement on l'aurait pas montré, c'est parce que je vois que c'est un vieux screen, mais ça peut être intéressant de parler de pourquoi est-ce qu'on l'a pas ajouté. On a décidé de pas mettre cet indicateur étant donné qu'on s'est dit en fait ça va créer un effet malsain de dire ah bah en fait actuellement ce donjon là il est pas recherché donc je le cherche pas, donc en fait personne n'aura jamais l'occasion de taguer sur ce donjon là. Donc actuellement vous le voyez sur le screen le temps d'attente, mais ce sera pas présent sur la bêta et ni lors de la release. C'est ça. C'est dans ce système, en fait, il y a pas mal de choses que techniquement on peut faire ou qu'on veut faire, mais qu'on fait pas parce que ça a des effets pervers. En effet, inciter les gens à ne pas tag ou alors essayer d'abuser du système. Donc en fait, on utilise certaines choses qu'on ne met pas volontairement. Et non, c'est pas interserveur, même si on aurait bien voulu. Il y a un visuel ici sur les coffres qui vont être obtenus par tranche. Donc comme on le disait, va y avoir un choix entre 3 ressources et c'est vous qui choisissez. Alors soit celle dont vous avez besoin, très probablement celle qui coûte le plus cher, mais vous n'aurez pas toutes les ressources de la tranche. Question, est-ce que c'est les ressources rares ou est-ce que c'est les ressources des succès? Donc c'est bien les ressources des succès. C'est les ressources de succès, pas rare. Donc pas de bandelettes à plusieurs millions dans ces coffres-là. Un petit point aussi sur cette interface, donc qui est l'interface qui va vous permettre de suivre un petit peu où en est votre recherche et votre lancement de groupe aléatoire. Ouais, concrètement, lorsque vous avez lancé votre recherche, dès que le système trouve 3 autres joueurs, si vous aviez lancé tout seul, des joueurs pour compléter votre groupe, vous allez d'abord recevoir une notification. En l'acceptant, vous allez tomber sur cet écran-ci qui est dans le devlog, on parlait de salle d'attente pour parler de cet écran-ci. L'idée ici, c'est aussi qu'en fonction de si on est en file aléatoire ou en file classique, on n'a pas le même niveau d'information. L'idée étant que pour les joueurs qui proviendraient de la file aléatoire, de ne pas quitter à cet endroit-là parce que le donjon ne nous plaît pas en raison de sa difficulté, par exemple. Si 4 personnes taguent en recherche ça, automatique... je vais répondre si tu veux. En gros, s'il y a 4 personnes qui taguent sur la recherche automatique, ça va d'abord cibler... la recherche ciblée. C'est ça va d'abord Puis après, prendre la celui recherche, qui a un truc. En général, l'idée, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un tag sur la recherche automatique, on l'envoie dans une des files, dans un des groupes de quelqu'un qui est en train de chercher une recherche pour classique. remplir. Vu qu'il y aura beaucoup plus de gens qui vont faire de la recherche aléatoire. Et si jamais, à un moment, à un instant T, il n'y a que des gens dans la recherche aléatoire, ils pourraient être matchés entre eux sans avoir quelqu'un Ça qui fait une prendra un recherche peu au de truc. temps, parce que les règles s'assouplissent, comme en Coliseum, les règles s'assouplissent en fonction du temps. Mais si vous attendez un certain temps, en effet, ça pourra arriver. Donc ça, c'était pour la partie recherche automatique. Et là, on arrive dans une toute autre philosophie de la recherche de groupe qui est le tableau des annonces. Alors, comment ça marche? Déjà, ça va répondre à tous les gens qui spamment et pour les quêtes et pour aussi, ça, et les archimonstres et les avis de Calmez-vous, recherche. on a dit la première version, donc la première partie de la feature, c'est la rapidité pour faire ces donjons. Maintenant, on va partir sur la qualité. La qualité, c'est j'ai besoin de trouver des gens pour une activité spécifique, c'est de quelque chose pour la quête du turquoise, c'est telle quête, c'est se placer sur des dalles, c'est faire ce donjon avec tel duo servitude, j'ai envie de faire. En gros, pour ça, on a un système d'annonce où on va pouvoir créer son annonce et dire ben voilà, moi je voudrais faire ce donjon avec tel succès, je recherche niveau minimum de ça. Donc on va pouvoir gérer plein de critères, mettre des tags et dire voilà ce que j'ai besoin. On crée son annonce et ensuite ben, on a une interface de recherche un peu comme Le Bon Coin où on est en train de regarder ben moi je voudrais faire ce donjon et voilà, est-ce qu'il y a déjà des annonces? Si oui, je peux rejoindre, enfin je peux postuler pour rejoindre et être accepté. Sinon, je peux créer la mienne. Un truc qu'on disait beaucoup en prod lors de la conception du tableau d'annonce, c'est que factuellement, c'est quelque chose de beaucoup moins automatisé que la recherche automatique. Mais l'idée, c'est que ce soit vraiment un facilitateur de mise en relation en fait, entre les joueurs. On aimait bien dire ça Totalement en ça. production. C'est le remplacement du canal recrutement. C'est ça. Alors, il sera possible de partager son annonce dans le canal recrutement. Il y a encore des intérêts à utiliser ce canal, mais en tout cas, ça c'est sûr, que ça facilitera la lecture historiquement du canal recrutement, puisque là on aura la possibilité déjà de ne pas avoir à rescroller pour voir les annonces qui nous intéressent potentiellement, et puis c'est beaucoup mieux hiérarchisé. Donc
si quelques visuels supplémentaires. Donc, comme le disait Cool, il y a la partie création de son annonce. Donc là, en l'occurrence, c'est la création d'une annonce sur un donjon. Donc, il sera possible de sélectionner directement quel type vous voulez faire. Est-ce que c'est un groupe occasionnel, vétéran, avec succès, les niveaux, le nombre de personnes. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à du B8. Vous pouvez déjà être 6 lorsque vous créez l'annonce et vous en recrutez que 2. Bref, là, c'est beaucoup plus flexible. Ouais, tout à fait. Et puis, bon, je le reprécise, même si c'était dit dans le devblog, là, sur l'écran que vous voyez, il y a plus de types d'activités que ce que vous aurez notamment en bêta. En bêta, sur le tableau d'annonce, il y aura la possibilité de choisir des activités de donjon et de quête. On a choisi de sécuriser ces deux-là pour vous les mettre dans les mains le plus vite possible. Et on préfère se garder la bonne surprise si jamais le reste arrive. Mais pour le moment, partez du principe qu'il y aura les donjons et les quêtes. La différence de création d'annonces entre donjons et quêtes, globalement, sur le screen qui vous est présenté, c'est simplement les succès qui changent. Mais ce sera bien évidemment gratuit de créer une annonce. Puisque tout le monde pose la question, mercenariat, oui, mercenariat, c'est PL, en gros, c'est possible, ça existe, le PL dans Dofus, ça existe. C'est pas interdit, cependant, c'est pas encouragé. Les gens font ce qu'ils veulent. Nous, on n'est pas là pour donner un cadre à ça. Par contre, on est là pour dire, ok, attention, cette annonce-là, il va vous faire payer, mais c'est à vos risques et périls. C'est pas un système qui est bon pour nous. Nous, on se dit pas, vous êtes sûr et on va vous rembourser si vous vous faites arnaquer. Prenez le risque si vous voulez, mais voilà. Mais ça existe. Il faut pas faire genre ça n'existe pas. C'est une activité comme une autre dans Dofus. Et il y a des gens qui aiment bien ça. Il y a des gens qui payent. Il y a des gens qui le font. On le valide. Ça existe. Voilà. Disons que c'est plus l'utilisation des kamas qui ont été générés via PL qui est problématique, plus que l'activité en tant que telle. Exactement. En fait, c'est une activité secondaire, tout comme faire de l'économie d'une autre manière et faire de l'achat-revente, en fait. C'est même impossible pour nous de bannir à tout jamais le PL, quoi. C'est les joueurs qui décident de jouer au jeu de cette manière-là, quoi. On peut pas... c'est pas possible, quoi. Sachez cependant qu'on sera vigilant sur les descriptions que vous mettrez pour les annonces et que ce sera un motif de sanction si jamais elles ne sont pas très... Très. De finir la phrase. En tout cas, si elles le sont pas. Si elles ne le sont pas. De toute manière, il y aura un système de signalement des annonces. L'autre truc, parce qu'on sera vigilant là-dessus, mais on sera aussi vigilant sur vos utilisations et potentiellement aussi vos demandes de tags. Ici, on a cherché à limiter le nombre de tags que vous ajoutez pour donner des précisions sur votre annonce, parce qu'on ne voulait pas non plus que ça devienne une usine à gaz avec 150 000 sélections possibles. Mais si par la suite, il y avait des tags qui étaient complètement désertés et qu'il y avait beaucoup de demandes pour certains tags spécifiques pour des activités précises, là, nous, on pourra se permettre d'en ajouter assez aisément. Interdire une classe, c'est pas abusif. L'idée de ce genre d'annonce, c'est que vous puissiez créer votre groupe parfait. Voilà. Si vous n'avez pas envie d'avoir, je sais pas, un Sadida dans votre équipe, vous pouvez. Donc vous verrez, vous ne pourrez pas directement le définir dans l'annonce, mais par contre dans les candidatures que vous recevrez, là vous pourrez les activer. C'est exactement dans la continuité de ce que je disais. L'idée, c'était de pouvoir créer des annonces, mais en incluant le plus de joueurs différents possible. On le sait, sur Dofus, il y a des stratégies qui sont plus optimisées que d'autres avec certaines classes. Par contre, l'idée, c'est que de toute manière, comme vous avez un droit de regard sur qui a postulé sur mon annonce, vous pourrez le faire. Mais en réalité, vous n'avez pas rallongé le délai de création de votre annonce en spécifiant un critère en plus. Un point, notamment, on en parlait sur le côté rendre disponible et accessible les pages perso. Pour pouvoir candidater, il sera nécessaire de rendre sa page perso publique. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas, évidemment. Super. Pourquoi ? Merci beaucoup. Non, c'est plus le cas, mais du coup, c'est à vous de vous dire, je t'accepte pas parce que je veux voir ta page perso avant, et ça, c'est... C'est ça. Bien, merci de m'avoir repris, désolé. De toute façon, si vous avez rien à cacher, affichez votre stuff. Et si je dis pas de bêtises, une annonce qui a été postée reste jusqu'à déconnexion. Oui. Voilà, donc vous pouvez la poster, faire autre chose, et ensuite vous pouvez de temps en temps check s'il y a des gens qui ont postulé. Et une fois, en fait, la plupart des annonces vont vous permettre d'être mis en relation, donc de faire votre propre groupe, et ensuite vous vous débrouillez. L'idée, c'est pas de vous guider vers une feature, d'automatiser quelque chose, c'est vraiment juste de la mise en relation. Donc ici, vous pouvez répondre à plusieurs annonces et vous pourrez voir la liste des annonces auxquelles vous avez répondu. Vous pouvez en répondre à plusieurs à la fois, si je dis pas de bêtises. Ouais, et une fois que vous serez accepté à un endroit, vous serez retiré les autres. C'est ça. Ça là-dessus, je sais pas trop dans quoi je m'engage en partant là-dessus, mais je vais essayer d'expliquer ça au mieux. Quand vous postulez à une annonce, alors déjà vous pouvez postuler à 5 annonces différentes.
À côté de ça, il n'est pas possible de postuler à des annonces tout en ayant créé une annonce, et inversement de fait. Lorsque vous êtes accepté sur une annonce, toutes les autres candidatures que vous avez déposées sont suspendues, parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait pas deux recruteurs qui se disent « Ah bah tiens, en fait, il est complètement dispo ». L'idée, c'était aussi de fluidifier les informations, puisque comme on l'a dit, c'est un système qui est beaucoup moins automatisé. Donc on a besoin que tout le monde comprenne les dispos de chacun assez facilement. Et c'est l'idée ici avec les annonces suspendues. Si jamais il se trouve que, je sais pas, vous avez été contacté par un recruteur sur une annonce sur laquelle vous êtes suspendu, qui vous dit « Ah bah tiens, j'étais vraiment chaud pour toi » et que vous, ça vous intéresse plus, en fait, vous avez totalement la possibilité de vous désinscrire de l'annonce où vous auriez été accepté, par exemple, pour être réaccepté sur l'autre. C'était plutôt bien expliqué, bravo. Au début, quand je me l'ai commencé, j'ai eu très peur. Et ça clôture ici le sujet de la recherche de groupe. Donc il y avait beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup d'éléments qu'on a expressément omis parce qu'ils sont précis dans le devlog et c'est plus des points de détail. On peut répondre à certains ici et si on répond pas à certaines de vos questions, probablement qu'elles seront aussi dans le devlog. Donc on est là pour répondre si vous avez des questions. Je vois une question, sera-t-il possible de se retrouver avec 4 fois la même classe en aléatoire ? Encore une fois, au niveau des règles de matchmaking, on a une condition qui essaye d'éviter qu'il y ait plusieurs fois la même classe dans un groupe. Par contre, il y a aussi un assouplissement au bout d'un certain temps qui fait que ce critère saute complètement si jamais ça fait trop longtemps que vous êtes en fil de recherche. On préfère avoir 4 cracks que ne pas jouer pendant 1 heure. Les quelques questions que j'ai vues, on n'a pas parlé des succès dans le tableau d'annonce, alors on l'a pas explicité, mais quand vous créez votre annonce, vous pouvez sélectionner les succès que vous voulez faire. Donc vous pouvez très bien créer une annonce servitude duo et du coup dans l'annonce ce sera indiqué explicitement que vous cherchez ce succès-là. Par contre, ce n'est pas prévu de gérer de manière automatique le doublon d'annonce. Donc si par exemple il y a quelqu'un qui crée une annonce là et 10 minutes plus tard un autre, c'est à vous de gérer entre vous, de le contacter, ou même s'il en a créé une, c'est peut-être qu'il n'a pas envie de jouer avec la première personne qui avait posté son annonce. Donc ce sera à vous de voir ce que vous voulez en faire. J'ai vu pas mal de questions sur les notions de kick, sur la recherche automatique. Alors on l'a expliqué vraiment en détail dans le devlog, mais je vais essayer de le résumer au mieux. Oui, il est possible de kick un joueur du groupe lorsque vous provenez d'une recherche automatique. Dans ce cas-là, il y a la possibilité d'effectuer un vote. Il faut que le vote soit unanime pour qu'un joueur soit kick du groupe. Et si jamais, du coup, vous avez kick un joueur de votre groupe, la question c'est de se dire, maintenant comment est-ce que je le reconstitue ? Pour ça, il y a 2 options. Soit via l'interface de recherche de groupe, vous relancez une recherche de matchmaking. Cette fois-ci, ce sera simplement sur le donjon que vous êtes en train d'effectuer. Et dans ce cas-là, si quelqu'un vous rejoint, il sera directement téléporté, non pas à la première salle, mais jusqu'à votre salle actuelle. Et si jamais il reste une deuxième option, qui est le fait de pouvoir inviter un joueur qui est à la même salle du donjon que vous. Ce qui permet aussi notamment ce système de pouvoir inviter quelqu'un qui est à la même salle que vous. Imaginons scénario peu agréable, je proviens d'une recherche aléatoire, coupure d'internet. Je me reconnecte, dommage, ça m'a consommé une récompense hebdomadaire. Le fait d'être sur la même map et de se faire réinviter par votre ancien groupe, ça va vous permettre de récupérer, de ne pas subir les pénalités en fait, qui vous auraient été automatiquement administrées. Sur le tableau des annonces, il sera possible en tant que personnage de créer qu'une seule annonce à la fois. Le doublon, c'était en mode un personnage a créé une annonce et un autre personnage a créé exactement la même annonce. Mais c'est pas 2 annonces créées par un seul et même personnage. C'est pas possible de mettre des annonces en favoris. Je vois la question des... Alors, je sais pas si c'était une question, mais dans le doute, je vais y répondre, même si là, c'était un troll envers le chat. La question des compagnons, ils seront pas pris en compte. C'est-à-dire que si vous avez un compagnon dans votre groupe, ça va pas bloquer le matchmaking. De toute manière, le compagnon sera déséquipé et il sera pas possible d'équiper le compagnon lorsqu'on est dans un donjon avec un groupe issu de la recherche de groupe. Mais je vous assure que vous préférez avoir un Ouginak qu'un compagnon. C'est pour jouer avec certains Ouginak dans ma guilde, je préfère l'avoir que mon Cubitus. Le compagnon Cubitus, bien entendu.
Il faut, pour la recherche de automatique ciblée, il faut avoir la clé du donjon pour pouvoir lancer la recherche. Et on va revérifier au moment de vous téléporter si vous avez bien la clé. Et si vous avez fait une manigance pour essayer de pas la perdre, eh bien, vous ne pourrez pas rejoindre. En fait, c'est juste avant qu'on va rechecker s'ils ont la clé, avant le fameux écran de salle d'attente dont on parlait tout à l'heure. Après, en fait, il y a plusieurs scénarios à ce moment-là. C'est est-ce que votre personnage est disponible? Est-ce que votre personnage il est en combat? Dans ce cas-là, vous aurez 30 secondes pour quitter le combat et accepter la proposition de matchmaking. Et enfin, il y aura aussi le cas où vous n'auriez plus la clé. Dans ce cas-là, il vous faudra 30 secondes pour vous la procurer. Mais initialement, pour lancer la recherche, vous étiez censé l'avoir. Donc, et ça marche bien sûr avec le trousseau aussi. Hein. Quand on dit la clé, c'est au sens large du terme. Et le trousseau est consommé prioritairement. Oui. Un point aussi sur le succès compas. Alors quand Fritz parlait tout à l'heure de le compagnon n'est pas équipé, c'est dans la recherche automatique. Dans le tableau des annonces, là vous pouvez indiquer 6 personnes et puis bien entendu qu'une personne peut mettre le compagnon. Comme on disait, c'est beaucoup moins cadré et c'est vous qui ajustez. Vous pouvez même valider 6 personnes et lancer que le combat à 5 si ça vous fait plaisir. Si vous voulez abandonner quelqu'un malheureusement. Mais c'est à vous de voir. C'est comme l'a dit Fritz, je le répète une nouvelle fois, c'est vraiment une mise en relation. Et après, tout est fait manuellement. Il est bien ce terme. Oui, tout à fait. Oui, on peut cacher des tags aussi, donc vous pouvez cacher le tag mercenariat si vous voulez pas le voir. Vous n'avez pas peur du gatekeep via page perso. En fait, le gatekeep, ça a toujours existé dans le jeu, ça existera toujours au final. Tout le monde peut te dire, bah, dis-moi ce que t'as, et puis voilà, tu peux lui mentir, mais quel intérêt en fait si la personne veut te gatekeep, elle jouera pas avec toi. Donc oui, ça peut servir à ça, mais dans un autre sens, si la personne qui organise n'a pas envie de jouer avec toi et de te prendre, elle a le droit. On lit, mais... La recherche de groupe fonctionnera-t-il pour les songes? Alors pour l'instant, c'est pas sûr que ça arrive maintenant. Il y a peu de chance, mais c'est prévu. On a prévu plusieurs variations de la feature pour qu'elle aille chercher un peu tout. Je voyais des gens qui parlaient de faire des groupes pour je ne sais quoi, des groupes pour faire du krala, pour faire des trucs. Potentiellement, plus tard, en fait, ça pourrait être des groupes de n'importe quoi. Là, les 2 premiers, comme l'a dit Fritz, les 2 premiers qu'on a priorisés, c'est Donjons et Quêtes, et les 2 suivants qui arriveront, qui nous semblent avec le plus de besoins, c'est les songes et les raids. D'ailleurs, c'est vrai qu'on l'a pas précisé tout à l'heure quand on regardait la page de création d'annonces. Ce qu'il est possible de faire, c'est aussi de cocher une case dans le tableau d'annonces où en réalité on se prend pas la tête à dire j'ai toute ma liste, j'accepte un à un les joueurs, et ça accepte directement les joueurs aussi. J'ai l'impression qu'on a fait à peu près le tour des questions. Une dernière. Dans les groupes de donjons aléatoires, il y a des donjons qui n'y seront pas. Oui. Voilà. Parce qu'il y a certains qui ont des conditions d'accès spéciales, des trucs comme ça, et donc il y aura une liste qui n'est pas dans la liste, qui n'est pas justement dans la liste. Et la liste est retrouvable sur le devblog. Kralamour par exemple. Kralamour, Tengu. Il y en a 8, c'est ça? Minotaur, Tengu, les gelés. Gélaxian Dimension. Blob Royaux. Les blobs royaux. Tous les donjons qui ont un peu des conditions bizarres. Sirmamor compte pas comme un donjon. Le labyrinthe, peut-être le dragon cochon, je sais pas, en gros tous les. Le dragon cochon. Le dragon cochon aussi, ouais. Talcacha sera possible. Talcacha, c'est possible. Gargandia, c'est pas un donjon. Les boss de sang sont bien dans le scope de la file aléatoire. C'est juste que le screen peut-être les montre pas, mais bien sûr. J'ai un doute sur les donjons des dimensions. Non, si. Faut juste la clé. Oui. Ouais, il faut juste la clé, ouais. Non, je réponds à cette dernière question si ça te va. Parfait. Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais on peut mettre une annonce si quelqu'un est hors ligne. On s'était posé la question aussi, et très rapidement on a sorti cette feature là du scope, donc il sera pas possible de créer une annonce, de dire je reviens à 17h, dispo pour tel DJ, et attendre de recevoir des candidatures. Les annonces ne seront en ligne que si votre personnage est connecté. C'est quand même une feature massive. On devait faire en sorte que ça soit quand même accessible, qu'il n'y ait pas non plus 1 milliard de règles, 1 milliard de choses. Là, l'usage va voir ce que ça donne, en fait, tester sur la bêta, tester le système, et nous, on pourra faire des améliorations aussi et faire en sorte que ça fonctionne bien. C'est le Tengu et la Fuji qui est pas dispo. Pas le Tengu. Je dis pas de bêtises. C'est ça.
Ok, eh bien écoutez, s'il vous reste quelques questions auxquelles on n'a pas répondu déjà, désolé, et on aura une dernière session questions-réponses à la toute fin du live où on prendra absolument tous les sujets, donc même ceux qui ont déjà été abordés. Je vous propose de passer à la suite avec un petit changement d'intervenant. C'est le moment de dire non, ça va. au revoir à Cool et à Yola. Merci Au beaucoup revoir. d'avoir été là et d'avoir présenté donc, ces 3 grosses features qui arrivera pour cette mise à jour. Merci, j'espère que ça vous plaira. Je pense qu'on a quand même beaucoup bossé sur les raids, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à faire Et vos alors, ça retours fait un an. sur le forum et sur tous les On endroits. sera en bêta pour voir. Ouais. ce que Ouais, vous c'est ça. allez faire. N'hésitez pas à poster s'il y a des bugs sur le forum et tout, parce que nous on lit beaucoup et on va faire pas mal d'équilibrage et de retours en fonction de la bêta. Allez, au revoir. Au 7. Et du coup, on passe à la dernière partie du live, donc qui est d'un point de vue sommaire n'est pas forcément à la moitié, mais qui d'un point de vue volume, on a déjà bien avancé en traitant les sujets les plus massifs. On va accueillir un nouvel intervenant avec nous, qui arrivera d'ici quelques secondes. Oui, c'est bon, il arrive. On a Koto qui arrive avec nous, que vous avez déjà vu plusieurs fois en live lors des matinales, lors des songes. On l'a vu plusieurs fois, bref. Salut Koto, Salut. comment ça va? Bon, ça va et toi? Ça va super, merci. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui ne t'ont jamais vu ce que tu fais, comme ça permettra de Bien positionner un petit peu. Concrètement, ce que je fais, c'est que je suis développeur client, donc en gros la partie Unity du projet. Tout ce que vous allez avoir directement sur vos machines, ça se résume plus ou moins à ça. Parfait. Et du coup, tu nous rejoins pour parler donc des 4 derniers sujets de cette mise à jour-là, qui sont donc le combat, le tutoriel, le Dofus Dex et les différents sujets qui arrivent sur la fin. Eh bien écoutez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec la partie combat. Alors sur la partie combat, c'est un sujet que on voulait essayer de traiter un petit peu en fil rouge, un petit peu comme les quality of life. C'est des sujets qui ont longtemps été mis de côté, qu'on n'a pas pris le temps de traiter, et malheureusement, pile sur pile, couche sur couche, ça fait que la situation s'est dégradée, et aujourd'hui on se retrouve avec certains combats et certaines mécaniques qui sont difficilement lisibles, qui sont un peu fastidieuses à trouver, qui sont pas agréables à interagir avec. Donc notre objectif, comme les quality of life, c'est de faire plusieurs itérations sur les prochaines mises à jour pour essayer d'améliorer ça. Donc il y a aussi un devlog qui a été publié, c'était en fin de semaine dernière, pour pouvoir vous présenter les premières améliorations de lisibilité qu'on a prévues. Il y a un sondage qui est encore disponible sur ce devlog-là, sur lequel vous pouvez répondre. On a identifié certains sujets qui nous semblent importants à traiter. Vous pouvez y répondre pour nous dire si pour vous c'est des sujets qui doivent être traités ou qui ne sont pas si importants. Et ça nous permettra aussi d'ajuster pour les prochaines. Et en live, en world premiere, je peux vous annoncer aussi qu'il y a un Dofus Labs, le prochain, spécifiquement sur la lisibilité en combat, qui arrivera, où vous pourrez, comme pour les quality of life, nous lister les différentes idées, les différentes pistes d'amélioration que vous voyez, ou sinon, si vous n'avez pas forcément de pistes d'amélioration, juste les problèmes que vous rencontrez. Ça nous permettra, nous, de savoir les sujets à tacler en premier. Donc, on a certaines modifications qui arrivent maintenant, et en septembre, on a déjà un petit peu défini ce qu'on va traiter en septembre. On l'avait déjà partagé lors de l'Ankama Showtime en début d'année, donc ce sera les marques au sol, et on va refaire aussi une passe sur les états. Voilà pour présenter dans les grandes lignes le sujet, et je me retourne vers toi, Koto, pour commencer à parler du premier sujet qui sont un petit peu l'affichage des informations des entités sur le combat. Ok, du coup là ce qu'on peut voir c'est qu'en premier, une des premières étapes qu'on a eues, ça a été de revoir en fait l'infobulle qu'on a quand on est au-dessus d'un personnage. Donc là, en gros, quelque chose qui nous prenait un peu la tête régulièrement, c'était de ne pas pouvoir afficher les icônes des états sur les personnages sans qu'on ait l'infobulle qui passe dessus. On a beaucoup de combats où on va avoir les icônes qui vont être au-dessus, où il va y avoir plein de personnages, et en fait on se retrouvait juste pas. Je vais pas citer tous les combats, mais par exemple la dimension au Savora, ou le Vortex, où ça devenait en fait assez rapidement un calvaire. Là l'idée c'est de rendre en fait vachement plus lisible tout ça, en mettant une seule infobulle, avec directement toutes les informations à l'intérieur. Oui, sachant que en plus sur ces états-là qui sont affichés au-dessus des entités, l'affichage dépend de la hauteur du monstre. Alors pour Ozawa, comme tu l'as dit, tu peux avoir des monstres qui sont très hauts avec un très long coup pour en lister aucun, et ensuite des tout petits, et du coup s'ils sont à côté, tu n'as aucune idée de savoir quel état correspond auquel. Exactement. Et on voit que c'est pas la seule chose qu'on a proposé. On a par exemple sur le troisième screen une option qui permet directement d'avoir la barre de vie
et la barre de bouclier au-dessus d'un monstre, ce qui nous permet en fait au premier coup d'œil directement de pouvoir voir où est-ce qu'on en est au niveau de l'avancée des points de vie du monstre. Sachant que toutes les informations qui sont affichées dans cette infobulle sont paramétrables, donc c'est vous qui décidez ce que vous voulez afficher. Donc sur le clic droit en combat, vous pouvez avoir une section qui s'appelle infobulle, et c'est vous qui décidez si vous voulez afficher la barre de vie, si vous voulez afficher les états, si vous voulez afficher les pings, si vous voulez afficher la petite indication en dessous, donc invocation de vortex. Si vous voulez absolument rien afficher aussi, c'est possible. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez afficher. Et du coup, cet affichage-là se retrouve aussi en prévisu, donc avec une prévisu directement dans la barre de vie. Exactement. Donc là, on peut le voir sur le visuel du centre. Donc là, le joueur a décidé d'afficher la barre de vie du monstre, et lors de la prévisu, en plus des dégâts qui sont affichés, il sera possible de voir la quantité de points de vie que le monstre va perdre, et en un peu plus foncé, c'est la perte de points de vie si c'est un coup critique. Donc là aussi, ça peut être désactivé. Et pour le dernier slide, la dernière image à droite, là encore, c'est désactivable. Donc si vous voulez afficher la barre ou non, c'est à vous de voir ce que vous voulez afficher. Voilà sur la partie état et entité. On a fait aussi une grosse modification sur la partie chat de combat. Ouais, tout à fait. Alors en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris tout le code visuel de ce qui se passait sur le chat et on s'est dit on aimerait avoir plus de possibilités. Donc concrètement, on a juste tout refait et on a en gros changé le moteur de rendu pour le chat, ce qui nous donne beaucoup plus de possibilités. Donc là, par exemple, on voit la partie d'à gauche qui est en fait l'ancien chat qui nous permettait en fait seulement d'écrire du texte brut, les lignes les unes après les autres, et puis c'est tout. Sur la partie de droite, ce qu'on voit, c'est que du coup, avec la nouvelle formule, on peut se permettre beaucoup plus de choses. Alors beaucoup plus de choses, là actuellement, c'est qu'une première étape, mais on voit qu'on peut par exemple déplier et replier une partie du chat. L'idée, c'est que par exemple, vous êtes dans un combat avec des événements que vous ne voulez pas rater, mais vous n'avez pas besoin d'avoir forcément toutes les informations de ça a des buffs, ça a fait des dégâts, ça a fait quelque chose, mais juste tel personnage a lancé tel sort ou tel boss a lancé tel autre sort. Là, vous pourrez le voir directement. Vous pouvez juste replier tous les effets, vous le mettre par défaut en replié, et juste activer pour avoir tout ce qui vous intéresse. C'est une option, ce qui veut dire que vous n'êtes pas du tout obligé de tout replier. Vous pouvez le laisser ouvert et ça vous donnera un petit peu la même chose qu'avant, juste plus lisible parce que vous aurez juste un petit peu d'indentation. Il y a d'autres options qui sont arrivées du coup, qui sont disponibles. Donc par exemple, ça va être l'espacement entre les différents messages. Donc si par exemple vous voulez séparer un peu plus les différents sorts, vous allez pouvoir rajouter un petit peu d'interligne et ce genre de choses. Sur ces modifications, j'en parle puisque je vois les commentaires sur le chat. Le combat est, je pense, l'une des parties du jeu où les joueurs ont plus leurs habitudes. Donc c'est assez, disons, sensible. Chaque personne joue assez différemment, que ce soit en solo, en multi, que ce soit en farm ou en donjon. Les utilisations sont très différentes. C'est pour ça qu'on met la majeure partie de ces modifications en option pour que les joueurs qui ne veulent pas être chamboulés dans leurs habitudes puissent retrouver exactement la même situation qu'avant, mais que pour les autres personnes qui ont ces besoins-là ou des envies, peuvent activer ces options pour avoir un affichage qui réponde plus à leurs attentes. Et puis en plus de tout ça, il y a aussi quelque chose à se dire, c'est qu'on a profité pour moderniser aussi une grande partie du code de l'affichage, ce qui veut dire que le chat coûtera aussi moins cher en performance. Ce qui fait toujours plaisir. Ce qui fait toujours plaisir. C'est toujours ça après. Oui. Surtout que le chat était une des parties qui était quand même assez... Ça n'a pas l'air comme ça, mais le chat sur Dofus a énormément de texte à l'intérieur, donc c'est assez coûteux. C'est assez coûteux en fait, le chat de manière générale. Pour finir sur la partie combat, on a 3 plus petites modifications, si je puis dire. La première, c'est sur la couleur des invocations alliées, qui avait jusqu'alors la même couleur que les invocations ennemies, donc on change la couleur pour pouvoir mieux différencier. La timeline rétractable, qui est, alors je ne vais pas dire nouvelle feature, parce que c'était quelque chose qu'il y avait sur Flash, mais qui fait son retour sur la version 3.0, et une nouvelle bordure pour pouvoir améliorer le focus d'entité dans la timeline. Voilà les premiers sujets qu'on a traités pour cette question lisibilité. On y va petit à petit, pas à pas. On n'a pas envie de tout moderniser et tout chambouler, puisqu'on est conscient qu'il y a des grosses habitudes. Mais on est aussi dans la situation où on se doit de faire des améliorations pour ne pas rester dans ce statu quo qui est difficilement compréhensible, à la fois pour les anciens, mais aussi à la fois pour les nouveaux, mais aussi pour les anciens joueurs dans certains combats, comme l'a dit Koto. Et donc c'est pour ça qu'on va y aller progressivement et c'est quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure comme pour les Quality of Life.
Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette partie-là ou on enchaîne directement sur le tutoriel? J'en ai vu une sur laquelle je vais anticiper, je vais faire un lien avec le Dofus Labs. La question de mémoire, c'était est-ce qu'il sera possible de masquer certaines lignes spécifiques comme par exemple le proc du pourpre? Je crois que là actuellement c'est pas le cas, mais typiquement c'est ce qui peut complètement faire écho aux modifications actuelles. Dans le Dofus Labs, tu peux aller suggérer cette idée. Alors il n'est pas encore en ligne, le Dofus Labs. Alors il n'est pas encore, tout à fait, tu as raison. Mais lorsque le Dofus Labs sera publié, ce sera le genre de retour intéressant à prendre en compte. Pour couper court aux différents messages que j'ai vus, les questions de mode tactique, de no-anime et de monture en combat sont des sujets qui ne sont pas prévus de traiter dans ce sujet de lisibilité en combat. Le clic droit sur le sort pour le faire sur nous, ça c'est quelque chose qu'on avait identifié et qui est prévu pour les prochaines mises à jour. Oui. Pareil, la question de est-ce que vous avez profité pour ajouter les étals lourds indéplaçables manquants sur certains meubles. Donc ça c'est une des questions qu'il y a dans le sondage qui a été beaucoup remontée, donc oui c'est prévu que ça revienne, enfin que ça soit là, parce que ça ne l'a jamais été. Tout ce qui est, je l'ai vu plusieurs fois passer, alors c'est un sujet un petit peu différent et j'en profite que Koto soit là pour prendre la question. J'espère que c'est pas un coup de poignard dans le dos, mais il y a plusieurs fois eu des questions sur le double chat, le chat sur un deuxième écran qui est déporté. Là je vois l'infobulle de combat qui est déporté sur un second écran. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Concrètement, sur Unity, on peut pas faire quelque chose sur un second écran à part si on agrandit la taille de la fenêtre à Oui. fond. Il faut que la fenêtre elle dépasse sur le deuxième écran et qu'on Exactement. puisse mettre des choses. Enfin, théoriquement, ça serait possible, mais ça sera un gros chantier. À voir si le coup est intéressant, mais honnêtement, c'est pas quelque chose qui est dans la priorité actuelle. Et c'est pas quelque chose de nativement possible sur Unity. En fait, on peut faire une pop-up, mais le fait que la pop-up sorte de la fenêtre de base du client, c'est ça qui est le plus compliqué. Pour ce qui est de la question de la double fenêtre de chat dans le même écran, j'ai vu la question aussi passer pour avoir un chat combat et un chat en dehors. Déjà, il y a la question de la perf qui est assez conséquente. Comme on le disait, le chat, c'est quelque chose qui consomme beaucoup. L'idée, c'est que théoriquement, c'est faisable. Bien sûr que c'est faisable. La vraie question, c'est est-ce qu'on a envie d'allouer autant de budget performance sur un deuxième chat? À voir. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a priorisé en fait sur cette refonte du chat, mais c'est carrément quelque chose qu'on a laissé possible. C'est pour ça qu'on a privilégié le fait du switch auto vers le chat, Exactement. vers le chat combat au moment du début de combat, et non d'en avoir un séparé. Pourrait-on avoir ou est-ce que ce serait possible de rajouter? On va lire beaucoup de choses. Le problème, c'est que si on lit des choses, on va peut-être pas forcément ensuite penser à les remettre sur nos documents directement après le live. Donc le mieux, ce sera de les lister à la fin de les lister lorsque le Dofus Labs sera publié pour pouvoir partager vos idées d'amélioration. Donc il sera publié dans les prochains jours. Sur tout ce qui est glyphes, marque au sol, c'est un sujet qu'on prévoit d'aborder pour la prochaine mise à jour, donc celle de septembre, pour pouvoir essayer d'afficher plus d'informations, savoir à quoi correspond quoi, savoir qu'est-ce que fait un glyphe tout simplement, mieux les faire ressortir, les comprendre comment ils fonctionnent, etc. Gérer les superpositions, tout ce genre de problématiques. Oui, pareil, concernant les états, sera-t-il possible de voir et comprendre les faits juste en passant la souris dessus? Donc ça, c'est dans le sujet état, on vous disait, donc c'est prévu pour septembre de pouvoir améliorer ça. Eh bien écoutez, je vous propose de passer à la partie numéro 5, donc qui concerne le tutoriel. Ce tuto, il avait été modifié lors de la bêta de la mise à jour 3.0. Donc c'était en parallèle de le debug qu'il y avait à faire. Et c'est, on peut le dire, le tuto est quelque chose de capricieux. Clairement. Après, par définition, en fait, un tuto, qu'est-ce que ça représente? C'est quelque chose qui fait des entorses à tout le code du jeu.
pour essayer de rajouter des exceptions et faire en sorte d'afficher ou pas afficher certaines choses. En fait, ça bypass complètement toutes les sécurités du jeu. Ce qui fait qu'on est obligé d'être très prudent quand on refait des tutos. Et donc voilà. Et le problème, c'est que c'est l'une des features aussi potentiellement qui est le plus susceptible d'avoir des problèmes lorsqu'on ajoute des fonctionnalités. Exactement. Disons que dès qu'on rajoute une fonctionnalité, on va dire faut aller prendre en considération ce cas particulier dans le tuto. Donc on se retrouve avec un tuto qui a été refait lors de la 3.0, mais en version un petit peu, disons, fonctionnelle, avec beaucoup de debug et aussi avec fait un moment où on n'avait pas tous les outils qu'on a actuellement. Donc comme on vous en parle depuis maintenant 5-6 live, on a mis en place un certain nombre de nouveaux outils avec la version 3.0, donc des possibilités que Unity nous offre. Et du coup, c'est l'occasion aussi, étant donné que c'est la première expérience de nouveaux joueurs, de pouvoir directement intégrer ces nouveaux outils pour rajouter un peu plus de dynamisme et Voilà. faire en sorte que les J'avais un informations soient mot, bien. mais c'était un anglicisme qui était pas très beau, donc j'ai préféré ne pas le dire. Tu fais la lutte aux anglicismes durant Ouais. ce live. Tout à fait. Alors, donc le but c'est de moderniser visuellement le tuto, améliorer le parcours du joueur, ajouter certains éléments qui nous semblaient importants et du debug. Est-ce que tu veux en parler un petit peu, Frias? Ouais, tout à fait. Concrètement, dans les étapes marquantes du tuto, il n'y a pas de choses qui ont été rajoutées ou enlevées. Par contre, ça a vraiment été, comme tu le disais, une grosse passe de debug, faire en sorte qu'il y ait des éléments qui soient beaucoup plus intuitifs. Par exemple, si vous aviez des setups d'interface qui étaient déjà configurés, du coup, ça pouvait rentrer en conflit avec le tuto. Je pense notamment au moment où dans l'ancien tuto, du coup, on ciblait l'inventaire, mais du coup, si ta fenêtre d'inventaire, elle n'était pas au bon endroit, la flèche, elle n'était pas au bon endroit. Donc, toutes ces petites choses-là qui ont été corrigées, qui s'adaptent mieux. Les interfaces s'affichent à des moments clés pour ne pas que les nouveaux joueurs aient toutes les informations d'un coup. Par exemple, le fait d'avoir le chat dès le tuto, ça servait sensiblement à rien à part perturber le joueur. Donc voilà, les modifications sont que je pourrais qualifier de mineures puisqu'on n'a pas changé fondamentalement le tuto. Par exemple, il y avait d'autres choses. Le tuto, il se veut linéaire. Par contre, il y avait des étapes du tuto où on demandait au personnage de revenir en arrière et en fait, c'était plus les mêmes maps packs qu'avant. Il y avait pas mal de choses comme ça qui étaient un peu étranges, donc on est venu corriger ces petits défauts-ci. Sur la question du travail que ça représente et du fait que c'était pas problématique, le tuto, c'est vraiment la première interaction que les joueurs ont avec un jeu. Et si elle n'est pas parfaite aujourd'hui, quand un nouveau joueur commence Dofus, il est en concurrence avec des jeux qui sont sortis il y a 6 mois, il y a 1 an, qui ont des tutos magnifiques, etc. Si on n'arrive pas à capter leur attention, à montrer qu'on peut faire des jolies choses, tout ça, ça peut facilement être quelque chose qui rebute les gens. Donc en effet, pour les personnes qui sont là depuis longtemps en jeu, c'est quelque chose qui pour eux n'aura aucun impact, mais qui peut vraiment avoir quelque chose d'important pour les nouveaux joueurs qui découvrent le jeu. Sur la partie Dofusarium, je vois qu'il y a des questions. Grosso modo, ce qu'on appelle Dofusarium, grosso modo, c'est le nom qu'on utilisait en interne c'est le planétarium. Là, c'est un Dofusarium, donc il y a les différentes planètes autour de nous. Pour présenter, là, on voulait mettre en avant les Dofus. Ouais, l'idée c'était que le facteur narratif il soit un peu plus cohérent. Tu vois, c'est comme la fameuse statue qui est dispo map 1 quand tu pop. Là, t'as le Dofusarium parce que historiquement, c'était simplement le parchemin où globalement tu voyais sur le même parchemin les 6 Dofus et on te disait voilà le Dofus, voilà son dragon. Là, l'idée c'est d'avoir une petite phrase qui le présente un peu plus, qui vient faire quelques relations, même d'ailleurs au transmédia, en parlant des derniers porteurs connus du Dofus, de faire des petits clins d'œil un petit peu plus narratifs et cohérents dans ce tuto linéaire-ci. Donc là, j'ai passé rapidement les images, mais voici quelques visuels de ce tuto-là, où on n'a plus le gros carré gris qui apparaît, quoi. Ouais, ça faisait clairement cheap. Tu disais tout à l'heure qu'on réutilisait des choses qu'on faisait précédemment. Là, par exemple, le ciblage de la zone en plus de la flèche, on a une feedback un peu comme ce qu'on peut voir sur Gargandias, qui cible mieux la zone plutôt que simplement avoir une énorme page noire avec un carré qui est décorrélé de ça. Donc c'est un petit peu plus sympa. En fait, c'est ça. L'idée, c'est un petit peu plus sympa. On n'a rien changé de structurel et au moins c'est débugué. Et oui, ça donne plus envie aux nouveaux joueurs de continuer. On a un nouveau putsch aussi. On a le changement de classe qui est directement intégré, un peu plus linéaire dans la progression du joueur. Ouais, tout à fait. À la fin du tuto, juste avant de franchir les portes du temple pour arriver en Incarnam, il y a un personnage qui nous propose de
de changer de classe si on le souhaite. Alors on s'est posé pas mal de questions parce qu'en soi, oui, c'est pas représentatif lorsqu'on a 4 sorts de juger si notre classe nous convient ou non. Mais en tout cas, là, c'était plus mis en avant que précédemment. Si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'au niveau 30 ou 20 ou 30, je crois, qu'on peut changer de classe gratuitement avec ce... Alors, à confirmer, parce que j'ai fait le test juste avant de venir au live, justement, et la potion qui est donnée, elle fonctionne jusqu'au niveau 20. Mais 20, j'étais ok. persuadé que c'était 30 aussi. Jusqu'au niveau 20, pardon. Et du coup, actuellement, en fait, il était déjà là, sauf qu'il était sur la map de la taverne et on le voyait pas forcément. Donc là, le but, c'est de le mieux l'intégrer pour que même si à la fin du tuto, vous n'ayez pas forcément envie de changer de classe, si vous faites quelques combats et que vous vous rendez compte en gagnant des niveaux que ça ne vous plaît pas, là, vous saurez au moins qu'il y avait ce PNJ-là qui vous permet de... voici pour la partie tuto. Si vous avez des questions sur ça, sinon on passe à l'avant-dernière partie, sur le Dofus Dex. Oui, il y a le point de carac qui sont dans le tuto. Ils avaient été rajoutés pour la 3.0, justement. Avant, c'était pas présenté. Ils ont été rajoutés pour la 3.0, mais de manière assez brute de coffre. Et là, du coup, c'est un peu mieux intégré maintenant dans le tuto. On dit vraiment, pensez à distribuer vos points de carac, et c'est une étape obligatoire. Tu vois, typiquement, c'est un truc bête, mais maintenant, on te dit où il est le bouton pour répartir ses points. Avant, c'était pas le cas sur l'ancien tuto. Oui. Sur la forge magie, non. Déjà qu'on s'est posé la question de savoir si on introduisait le sujet des récoltes et des métiers, on s'est dit que c'était quand même une part importante. Il y avait certaines quêtes de Incarnam qui le permettaient, mais d'au moins présenter ça. Sur la forge magie, ça n'a pas du tout été question d'introduire au sujet de la forge magie, ou du moins dans ce tuto-là. On aimerait bien mieux le présenter à un autre moment du jeu, mais pas dans cette partie-là. Y aura-t-il un moyen de pouvoir tester les sorts THL avant d'être 200 ? Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la question on s'est posé des questions sur le changement de classe. Pareil, on a réfléchi à ça. Comment est-ce qu'on pouvait présenter au mieux les classes ? Pour le moment, on n'a pas trouvé de solution qui nous convienne ou qui permettent que si on fait des modifications, on n'ait pas un boulot colossal à refaire à chaque fois. Et disons qu'on a vraiment essayé de concentrer le tutoriel pour un nouveau joueur. Et un nouveau joueur, s'il teste une classe, il va avoir du mal à appréhender d'un coup la quarantaine de sorts qu'on lui affiche d'un coup. Déjà, les 3-4 sorts au début, comprendre les mécaniques, etc., c'est important. Donc, si modification il y a pour pouvoir tester les sorts, les classes niveau 200 des autres classes, ce serait pas fait dans le tutoriel, ce serait fait ailleurs dans le jeu. Ok, eh bien écoutez, je vous propose de passer à la partie suivante. Sur la partie Dofus Dex. Ah non, dernière petite question, est-ce qu'il est prévu de faire des modifs sur Astrub ? J'ai vu aussi une question sur Incarnam. Pour l'instant, c'est pas prévu. C'est un sujet qui est amplement plus dense que la partie tuto. Déjà que je vois que certaines personnes sont tristes des quelques heures qu'on ait allouées sur ce sujet-là. Alors, si on disait qu'on avait alloué plusieurs semaines à la refonte de Incarnam et Astrub, je pense que ça ferait débat. Donc pour l'instant, c'est pas encore dans les tuyaux. On va passer à la partie Dofus Dex. Alors le nom Dofus Dex, c'est parce que j'avais pas beaucoup de place à gauche. C'est pas son nom officiel, mais bon, j'ai vu aussi des personnes l'utiliser, donc c'est bon, ça s'appellera donc le Dofus Dex maintenant. C'était notre nom en interne, c'est très bien. C'était notre nom en interne. Comme ça, au moins, on fera pas notre langue ne fourchera pas pour parler de ça. Donc le but de cette nouvelle interface, à l'image de ce qu'on a fait sur le tuto, c'est de mieux accompagner les joueurs. Donc c'est une interface qui va permettre d'aider les joueurs à trouver un objectif. Leur dire qu'est-ce que je peux faire maintenant. Ça arrive souvent qu'on se retrouve à certaines étapes, pour parler au hasard, niveau 150, 160 généralement, où on perd un petit peu le fil. Il y a beaucoup de quêtes en parallèle. On ne sait pas exactement quel objectif prendre, dans quel sens le prendre. Donc cette interface-là, c'est pour un petit peu votre repère, votre étoile polaire qui vous guidera dans les moments un peu sombres de votre progression en jeu. Par contre, et pour faire un petit peu de déçu, mais moi je préfère désamorcer directement le sujet, ça va pas être une interface qui va vous dire comment le faire. Donc il y aura la liste des quêtes, ça vous dira il faudra faire cette quête-là. Mais une fois que vous aurez cette quête-là en mire, on va pas vous détailler comme ce que certains sites peuvent faire. On va pas vous détailler étape par étape ce qu'il faut faire. On vous donnera pas en amont la liste de toutes les ressources que vous devrez avoir.
pour cette quête-là. C'est vraiment l'objectif, c'est de vous aider à trouver un objectif et ensuite, après, si vous avez envie de vous aider de certains sites pour pouvoir avancer dans vos quêtes, ce sera en dehors de cette interface. Mais il y a les infos des prérequis et il y a la Oui. possibilité, lorsque la quête n'est pas spécifiquement cachée, de pouvoir directement pin sur la map la position d'obtention de la quête. Le but, à l'image de ce qu'on fait sur les pages perso, sur la recherche de groupe, c'est d'améliorer cette interface-là en fonction de vos retours. Donc pour l'instant, étant donné que elle était moins attendue, il y a eu moins de retours en mode moi j'ai envie d'avoir ça, ça va beaucoup dépendre de votre utilisation. Donc n'hésitez pas à nous faire votre retour lors d'une progression un peu classique en jeu, voir ce qui vous manque, voir ce que vous auriez aimé savoir pour pouvoir avancer sur ça. Et du coup, la deuxième partie, c'est sur, vous pouvez cliquer sur un Dofus, bien entendu. J'aurais dû commencer par là, pardon. Pour lister les différents points qu'il y a à faire dans ce Dofus-là. Donc, comme tu disais, Fritz, les quêtes, l'avancement, le niveau, le nom, etc. Un dernier point sur la partie, alors j'ai mis dans Dofus X, même si c'est un sujet un peu plus global, c'est sur la progression aussi. Donc on a fait quelques modifications de quêtes et de succès, notamment les succès monstres qui étaient un peu fourre-tout. Alors c'est pas révolutionnaire, hein, c'est un gros sac de nœuds qui va prendre du temps à démêler. C'est prévu qu'on avance aussi pas à pas sur le sujet. Pareil sur les quêtes, donc là on a vraiment fait un tri assez sommaire entre les quêtes principales et les quêtes primordiales. Donc ce qu'on appelle les quêtes primordiales, c'est les quêtes en lien avec les Dofus primordiaux. Pour pouvoir ensuite, comme on peut le voir juste en dessous, avoir des pictos de quêtes qui sont différents en fonction du type de quête que c'est. Donc ça vous permettra, lorsque vous vous baladez et que vous voyez un PNJ vous parler, savoir si c'est une quête basique ou si c'est une quête primordiale et savoir si vous avez envie de la lancer ou tout simplement pas très important. Enfin pas très important, sauf pour le 100%. Le 100% succès, bien entendu. Donc, ça vous permettra d'avoir une meilleure vision directement sur le type de quête qui vous attend. Voilà, sur cette partie-là. Sur la partie tri des succès et des quêtes, je préfère le redire une deuxième fois, il ne faudra pas s'attendre à un bouleversement total de ce qu'il y a actuellement. On a voulu peut-être aller un peu plus loin au début et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas particuliers, des choses à faire, etc. Donc, ça va être un sujet long terme qui prendra un peu de temps à faire. D'ailleurs, la forge magie avait été un des points sur lesquels on réfléchissait avec ça, de se dire est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de formateur là-dessus Pour identifier, en effet, tout à fait. Désolé. Est-ce que vous avez quelques questions sur ça ? Est-ce qu'il est prévu de faire un archidex, un compagnon dex, un avis de recherche dex ? C'était quelque chose qui nous avait été remonté lorsqu'on avait fait le premier Dofus Labs sur les Quality of Life. On avait noté l'idée, donc c'est un sujet un peu plus conséquent que certaines des Quality of Life, mais l'idée était intéressante, donc peut-être que ça arrivera un jour. Le compagnon dex existe un petit peu, mais ne précise pas, par exemple, notamment comment obtenir le compagnon, par exemple. Est-ce qu'il y a des nouvelles quêtes dans le tuto ? Non. Il n'y a pas non plus de visualisation dans cette interface avec des graphes, des flèches, des interdépendances, etc. C'est un ordre où vous dites il y a ce donjon-là, vous pouvez le faire. Sachant que quand il y a un Dofus qui est lié, enfin qui est une contrainte pour en faire un autre, vous pourrez l'avoir. Et c'est d'ailleurs le petit picto goutte que certains ont vu, ils se demandaient ce que c'était, c'est-à-dire que ce Dofus-là est lié à un autre, et donc il faudra faire l'autre avant de pouvoir faire celui-ci. Est-ce que vous voyez des questions ou pas ? Enfin, sur le sujet, je vois beaucoup de questions, non pas qu'on est complètement aveugle, mais sur ce sujet spécifiquement. J'ai pas l'impression. Ok. Eh bien, on passe à la dernière partie. Donc, comme je vous disais, c'est une partie où il y a un certain nombre de choses qui n'avaient pas encore été présentées en jeu.
Donc on va faire un tour sur ces modifications-là. Et ensuite, on aura une dernière session questions-réponses où là, on répondra à toutes vos questions, celles qui sont un peu plus décorrélées de ces sujets spécifiquement, si vous en avez. On va essayer de ratisser un peu plus large. Donc sur cette partie autre, on a un certain nombre de choses qui arrivent pour cette mise à jour-là. Déjà, on a des équilibrages PVM, des choses qu'on ne fait pas souvent. Surtout sur ce genre d'équilibrage-là, on en avait fait quelques-uns un petit peu avant la sortie de la mise à jour 3.0. Donc c'était à la 2.60, je vais dire n'importe quoi. Donc je vais pas me tenter à quelque chose, mais il y avait eu des équilibrages notamment sur le pervers, sur le Funoroshi, sur Servitude, des choses comme ça. Donc là, il y a 29 donjons qui sont modifiés. Alors sur ces 29 donjons modifiés, c'est principalement lors de la dernière mise à jour, la 2.60, je crois que c'est 72. Bon, bref, on pourra me corriger si jamais c'est pas celle-ci. C'était des nerfs de donjons qui étaient trop forts pour leur niveau. Là, en l'occurrence, c'est des modifications pour up un certain nombre de donjons qui étaient trop faciles. Donc, c'est des donjons de toute la tranche de niveau. Donc, c'est pas que du 200, ça va du Cardorim jusqu'au donjon 200. C'est des petites modifications jusqu'à des plus grosses modifications. Et il y en a quelques-uns des donjons qui sont, par contre, nerfs. C'est le cas, par exemple, du Melou, qui était un donjon qui était très fort pour sa tranche de niveau. Donc pour ces modifications-là, est-ce que j'en présente quelques-unes? Je peux vous donner quelques éléments. Ensuite, il faudra aller voir sur le patch note, donc ça permettra de donner une deuxième indication et vous inciter à aller sur le site et sur la bêta. Donc dans les donjons niveau 200, ceux qui sont up, c'est le Nidas, Nilesa, Mercator, Klim ou Climb, puisque la dernière fois on m'a repris sur ma prononciation. Je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Et il y a Servitude qui est légèrement nerf. Et ensuite, c'est des donjons qui sont un peu plus bas niveau. Donc il y a quelques modifications sur le coriandre, sur Crocabulia, sur Canniboulébil, des monstres comme ça. Donc je crois qu'il n'y a pas beaucoup de tranches de niveau qui sont climb. Vous dites comment vous? Clim. Ok, super. Bon, j'arrête de dire climb alors. C'est officiel, je suis le dernier à dire ça. Donc des tranches de niveau un peu plus épargnées. Sachant que, comme je disais, c'est des comment dirais-je, c'est des modifications qui sont variables d'un monstre à l'autre. Donc par exemple, le plus 1 PM, c'est sur le Mercator, donc c'est un up mais qui est léger. 3-4 sorts modifiés, c'est sur d'autres, parfois c'est juste 1 ou 2 sorts. Donc voilà. J'arrive pas à me concentrer, faut que j'arrête de lire les mots. Il y a climb dans la phrase, clim, pardon. Il y a 15 avis de recherche qui sont aussi modifiés. Donc les avis de recherche qui sont modifiés, c'est les contraintes du nombre de tours pour les anciens boss de convention qui sont retirés, et ensuite certains sorts qui sont modifiés. Celui qui me vient en tête en priorité, c'est le Caillouloud qui avait un certain nombre de sorts un peu voilà, on peut le dire, qui va être un peu nerf. Certains, j'ai un doute sur s'il y a beaucoup de up. Mais voilà, il y en a 15 qui sont modifiés, notamment aussi pour pouvoir les équilibrer à la fois dans le monde extérieur, mais aussi en songe. Voilà sur cette partie-là. Et bien entendu, sur cette partie-là, si vous avez des... Si vous avez des retours durant la bêta, n'hésitez pas à nous les remonter sur ce genre de donjon-là. Je ne pense pas qu'il y ait d'énormes surprises dans la liste que vous allez voir. C'est rien de complètement farfelu, si je puis dire. Ensuite, on a des modifications, des améliorations de perf du client. Tout à fait. En gros, comme d'habitude, concrètement, ce qui se passe, c'est que... Bref, on est constamment en train de rechercher qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du client qui fait que les performances sont pas bonnes.
Ça peut être à peu près n'importe quoi, donc un mauvais bout de code à un endroit, une petite fuite à un autre endroit, donc on est constamment en train d'essayer d'améliorer tout ça. Et il est vrai que sur cette mise à jour, on a trouvé quelques pistes qui sont vraiment intéressantes, où on voit des vraies différences de performance. Donc voilà, Ouais. on est assez content des améliorations. Donc là, pour cette mise à jour-là, il y en a quelques-unes, notamment sur les C'est ça. maps et sur Alors le on combat. a les maps et le combat Oui. en majorité. Et pour la Euh, prochaine mise à jour, Pour la prochaine, actuellement, on a encore des gros chantiers d'amélioration qui sont honnêtement vraiment drastiques, et c'est notamment sur les entités. Et pas que, on a encore mais d'autres sur les maps plans. aussi encore. Et sur les maps encore. Ouais. Voilà, donc vraiment, il va y avoir de belles améliorations sur les performances dans les mois qui viennent. Donc après, on prend toujours des pincettes puisque ça va dépendre C'est ça. de votre ordinateur, de votre façon de jouer, si c'est à 4, à 8, si vous faites de la forge magie ou du combat, etc. Exactement. On prend toujours des pincettes, mais il y en aura donc pour cette mise à jour-là, et j'ai envie de dire un peu plus même pour la mise à jour de Il y septembre en que aura pour celle-là. carrément encore plus sur la mise à jour de septembre. On essaye en fait de toucher un petit peu à tous les aspects du jeu et de voir exactement où est-ce qu'on a des problèmes de performance pour améliorer ça. Pour enfin pouvoir augmenter le nombre de personnages qu'on peut avoir en même temps, diminuer le temps de chargement des maps et à peu près tout ça. Voilà, donc on va pas s'étendre un peu plus, on va pas non plus graver dans le sang moins X. Oui, à on va pas certain donner un temps, mais- pourcentage. En plus, c'est pas totalement toujours dépendant de nous. Il y a aussi des problématiques avec Unity, avec DirectX, ce genre de choses. Donc on essaie de faire au mieux dans tous les sens. Mais voilà. Voilà. Et pour finir, il y a des nouvelles world maps qui arrivent, donc des map mondes, pardon, j'ai un anglicisme terrible. Donc qui est la grande zone du hub des songes, mais surtout le village des brigandins qui lui était un peu plus difficile à naviguer et qui avait pris une importance un peu plus grande suite à l'ajout de l'atelier pour les fées pour les archimonstres. Donc là, ce sera un peu plus simple de s'y retrouver dans cette zone-là. On a ensuite d'autres sujets qui arrivent sur la mise à jour. Donc on a des modifications, des équilibrages sur les classes et les objets. Donc la première que vous avez peut-être déjà testée, qui est en bêta depuis maintenant quasiment 2 mois. Oui, c'était en début mai, donc quasiment 2 mois sur la refonte du CRA. On a aussi, et là on l'a partagé lors du dernier patch note sur le CRA, un nouveau type de relance globale pour pouvoir un petit peu ajouter plus de flexibilité à l'ancien. Disons que l'ancien était assez contraignant et c'était malheureusement du tout ou rien. Donc là, il y aura une relance globale par tour et du coup, en même temps que cette nouvelle relance globale, on va passer certaines relances globales de l'ancien format vers le nouveau, donc qui apportera un peu plus de flexibilité. Et au passage, on retire aussi quelques relances globales qui étaient là de certaines classes. Donc il y en aura moins pour cette mise à jour que voilà, il y en aura moins pour cette mise à jour là. Donc si je résume, c'est certaines relances globales qui sont retirées et certaines relances globales qui sont transformées en relances globales par tour. Ouais, c'est ça, il y a un assouplissement et en plus de ce que tu as dit, il y a aussi maintenant des relances globales par cible qui viennent assouplir certaines relances globales par tour qui étaient existantes. Il y a aussi des modifications sur Looper Mage qui sera la seule classe d'impacté pour cette mise à jour-là. Et des équilibrages d'objets légendaires. Donc il y a 9 objets légendaires, des trophées, 10 trophées et 3 Dofus qui seront modifiés pour cette mise à jour-là. Je ne vais pas présenter dans les détails exactement les modifications. Vous pourrez les voir en bêta demain. Et puis commenter pareil sur le forum pour pouvoir nous remonter vos différents avis sur le sujet. Ensuite, on a des modifications sur les songes. Donc, sur les songes, on a de l'équilibrage de passifs et de sorts. Environ, c'est pas environ, je crois 21 sorts, donc passifs ou des sorts actifs qui sont modifiés, parfois des nerfs, parfois des ups. Et des aberrations aussi. Donc, les aberrations, c'est les modificateurs pour que les boss fonctionnent en songe. Donc, il y en a 4 qui sont modifiés pour cette mise à jour-là. On a aussi un nouveau passif, un nouveau sort. Une modification sur les icônes des sorts des passifs pour avoir une meilleure identité et lisibilité, et aussi du debug, des incompatibilités qui étaient manquantes et qui sont rajoutées, et du tri dans les succès. Il commence à y en avoir beaucoup maintenant des succès songes, donc faire des sous-catégories pour un peu mieux les trier. Et pour finir, sur la partie mission de guild, on a aussi des modifications sur les missions de guild, donc elles sont sorties en décembre, on a fait des ajustements en mars, et là on en fait, qui seront probablement les derniers sur le sujet. Donc sur les missions de guild, on rajoute un rang supplémentaire, donc on passe de 4 rangs à 5 rangs pour avoir un rang spécifique pour les missions 200+. On modifie le nombre de bannes de missions. Il y a aussi que quand on reroll, on peut pas retomber sur la même. On a des nouvelles missions d'épreuves de songe et de quêtes
de l'équilibrage, et aussi, vous l'avez vu peut-être, c'est des nouveaux ornements de guilde. Donc c'est des ornements que vous pourrez acheter grâce aux guildatons que vous aurez cumulés dans votre guilde. Donc il y en a 3, 4, 3, 4. 2, 3, 4. Ouais, il y en a quelques-uns. 4. Je Et en crois que plus, c'est ils ont 4. une nouvelle feature à l'intérieur, ces ornements. Donc voilà pour les missions de guilde. On continue encore, c'est pas fini, il nous reste encore deux slides pour vous parler des modifications qui arriveront. Et là, on va parler des quality of life. Donc les quality of life, c'est les petites améliorations, modifications qui facilitent votre expérience de jeu. Donc on continue dans ce sujet-là, on en fait depuis maintenant septembre de l'année dernière. Donc c'est un sujet qu'on continue d'avoir, on a encore une belle liste, mais on avance progressivement. Donc la première, c'est que ce que vous voudrez vous téléporter sur un zap, vous pourrez directement cliquer sur le zap sur la map monde pour pouvoir vous y téléporter. On a aussi rajouté une option pour pouvoir ajouter de l'opacité sur certains modules. Donc c'est le cas du chat et du suivi de quête. On modifie le fonctionnement des favoris dans les inventaires. Téléporter. J'ai mal écrit ? Non, tu l'as mal prononcé. Ah pardon. Bon, écoutez, je prononce climb, donc on n'est plus à ça après. C'est bon. Sur la modification sur le fonctionnement des favoris dans l'inventaire. Donc maintenant, ils pourront, une fois que vous aurez mis quelque chose en favori, il y aura un cadenas qui apparaîtra et vous ne pourrez plus ni sortir l'objet de l'inventaire ni le détruire, donc il sera vraiment bloqué. L'ancien fonctionnement porté à confusion, donc là vraiment, vous pouvez pas le sortir, il faudra le défavoriser pour pouvoir le sortir. Et la dernière chose, c'était quelque chose qui a été demandé. Alors il y avait la question de savoir est-ce qu'on rendrait ça paramétrable ou pas. Finalement, on a complètement retiré la fonctionnalité d'exclusion automatique pour une activité dans les guildes. Donc maintenant, même si le joueur est inactif, il restera dans sa guilde. Ad vitam, à moins que vous l'excluez. On a pris la décision de complètement le retirer parce que maintenant, il est possible au survol dans la liste des membres de voir quand est-ce qu'il a été connecté pour la dernière fois. Et donc, ça vous permet, donc si vous voulez faire un peu de tri dans votre guilde, si jamais il y a trop de monde, de pouvoir voir lequel ne s'est pas connecté depuis très longtemps. Ok, et pour finir sur la dernière partie, on fait une modification sur l'interface liste des combats qui est juste derrière nos têtes, juste là. Donc c'est une interface qui vous permet de lister les combats qui sont sur la carte. Donc elle est utile dans des donjons, mais aussi notamment sur la map de Coliseum, parce qu'il y a beaucoup de combats. Donc on revoit l'interface pour pouvoir en afficher plus et que ce soit plus clair. On rajoute une option pour pouvoir mettre dans une option spécifique les voix des personnages. C'est quelque chose qui avait été nous demandé suite à la mise à jour, la dernière mise à jour où les voix étaient modifiées. Donc maintenant, ce sera dans une option spécifique. On rajoute deux raccourcis aussi sur les cartes entre Solar et avec l'ours céleste. Donc sur le Solar, à côté du zap de la route de la roulotte, il y aura un bateau qui vous emmènera vraiment pas très loin de Solar. Donc vous êtes en 6-7 maps, si je dis pas de bêtises. Et sur le Glour Céleste, c'est directement dès l'entrée de la ruche. Il y aura un trou avec un escalier et en allant dessus, vous pourrez directement accéder au donjon. Il y a des nouveaux pictos aussi sur les ensembles. J'enchaîne, si vous voulez rebondir. Il y a des nouveaux pictos sur les ensembles et les tenues, notamment pour pouvoir rajouter les bi-éléments. Donc on peut voir sur en dessous. On en a rajouté d'autres aussi qui pourraient vous être utiles dans certains cas de figure. On ne sait jamais. Yola l'a teasé tout à l'heure malheureusement, mais donc on va l'officialiser maintenant. C'est que les ornements qui étaient éphémères de Gargandias sont désormais permanents. Donc si vous les débloquerez à vie. Et si vous les avez débloqués avant, ils apparaîtront lors de la mise à jour dans la liste de vos ornements. Et du coup, c'est l'équilibre qu'on va mettre en place pour les prochains ornements éphémères. C'est-à-dire que pendant la première année d'exploitation de la fonctionnalité, les ornements seront éphémères. Donc ce sera vraiment que la personne qui a été en tête, premier, deuxième ou troisième lors de la semaine passée qui pourra arborer fièrement son ornement. Et une fois l'année passée et que, disons que la hype soit un peu redescendue, là ils seront permanents pour tout le monde. Et pour finir, une séparation des jetons en deux catégories, donc les classiques et les événementiels pour mieux s'y retrouver, notamment sur les PNJ d'achat. Voilà, tout simplement. Ça fait beaucoup de quality of life. On en a encore un grand nombre en stock on va essayer de traiter au fur et à mesure. Vous en aviez remonté énormément, donc on continue ce sujet-là. On espère que celle-ci vous
vous font plaisir et qui vous aideront dans votre expérience de jeu. Voilà. Eh bien écoutez, je vous propose de prendre une partie questions-réponses pour finir sur cette section-là, mais aussi sur la mise à jour au global. Donc si vous avez des questions, on va essayer de prioriser bien sûr les questions qui sont en lien avec la mise à jour 3.6, mais si vous avez des questions un peu annexes, on est là aussi pour y répondre. Sur la partie élevage, on a pour l'instant recensé un certain nombre de sujets qu'on aimerait modifier ou ajuster. Ce ne sera pas pour cette mise à jour-là, mais ça arrivera probablement dans la prochaine ou la suivante. On se laisse encore du temps que l'économie se stabilise, qu'on voit les techniques, les fonctionnements, comment les joueurs interagissent avec la fonctionnalité avant de se précipiter dans des modifications. Tous les devlogs qui devaient être publiés ont été publiés. Donc la partie 7 sur les différentes petites modifications, ce sera dans le patch note qui sera disponible demain en même temps que l'ouverture de la bêta. Pour cette mise à jour, on n'a pas fait de panoplie liée aux avis de recherche. On avait prévu d'en faire à la base et malheureusement, pour être tout à fait transparent, on a manqué de temps. Donc on espère pouvoir reprendre ça pour la mise à jour de septembre, mais pour celle-ci, il n'y en aura pas. Mais le sujet n'est pas abandonné. On compte bien continuer à avancer sur ça et que les avis de recherche passent en chasse légendaire avec leur panoplie. Pour Vulcania, j'enchaîne, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour Vulcania, maintenant, c'est comme Noël, depuis maintenant 1 an, ce n'est plus à des dates de mage, c'est à des dates fixes. Donc Vulcania, ce sera du 1er juillet au toute fin août. C'est 30, 31 et combien de jours en août 30 août. 31 31 août. 31. Et pareil pour Noël, c'est des dates qui sont maintenant fixes aussi. Pour Automai, il n'est pas prévu d'avoir un raccourci parce qu'il y a déjà une potion qui permet d'y aller directement. Je vais pas parler de l'Upermage parce que à l'oral j'ai pas prévu de support visuel. À l'oral c'est pas simple et je préfère que vous inciter à venir en bêta pour tester ça. Ce sera beaucoup mieux, plus représentatif et mieux expliqué que ce que je pourrais essayer de faire devant vous en live. Pour cette mise à jour-là, il n'y a vraiment que le Kra et l'Upermage qui sont modifiés. Il n'y a pas de modification ni sur le Sadila ni sur l'Héliotrope. Oui, je crois. Pardon, je dis oui en mode. Vous avez tous eu la même question que moi. Les nerfs sur les gelées ou les blops, ils auront moins de points de vie en songe. Je sais plus si c'est les blops ou les gelées, pardon. Mais il y en a un des deux qui a un équilibrage en songe, oui. Je crois que c'est les gelées. J'ai vu quelqu'un parler aussi de l'autofollow quand on prend le zap. En fait, c'est voulu parce que si ça coupe pas l'autofollow sur le chef, les autres personnages en fait vont courir sur toute la map et on va se retrouver avec des personnages qui courent dans tous les sens et on va pas savoir pourquoi. Imaginons, je suis au village, je vais à Brakmar, je vais avoir des personnages qui sont au village aussi. Ils vont se retrouver à courir et à être dans la forêt maléfique et autres zones alors qu'on n'a pas forcément envie. L'idée, c'est vraiment de vouloir le désactiver pour qu'on prenne à la main le zap et qu'après, on le réactive sur le chef de groupe. Peut-être qu'après, à terme, on pourra changer pour faire qu'ils activent automatiquement le zap et suivent, mais c'est pas le cas actuellement. C'est pour ça que ça désactive. Pourquoi ça prend les Satanus mais pas les Apis, l'autofollow? Parce que c'est deux fonctionnements qui sont assez différents d'un point de vue technique de notre côté. Si je Et me l'un c'est un plante élément pas- interactif et l'autre c'est... Ah, puis il y en a un où tu as plusieurs choix et l'autre non. Oui. Pour la potion d'expérience de Speedrush, quand est-ce qu'elle sera donnée? Je ne peux malheureusement pas vous dire. Si je dis pas de bêtises, il y a les vérifications qui sont en cours pour s'assurer de la légitimité des personnes qui sont dans le ladder. Et ensuite, la distribution sera faite dans un second temps.
J'ai vu plusieurs fois la question sur la map pour l'arbre à cam. Globalement, on est en train d'essayer de faire en sorte que tout ce qui possède pas de map en possède. Oui. Donc là, j'ai pas de date à communiquer, mais dans tous les cas, ce sera un Il sujet ne qui sera reste plus attaqué. beaucoup. Il reste Arbracam, il reste la ruche du Glour Céleste qui en a pas. C'est ça. Dazak, où là on peut téléporter, pardon. On peut s'y autopiloter, mais pareil, il n'y a pas de map. Mais sinon, on arrive quand même à peu près au bout. Le problème de Arbracam, c'est que de réussir à le représenter sur une carte, ça va pas être simple. Déjà que la zone des fungus, on a eu du mal, parce que étant donné qu'il n'y avait pas de représentation par map, il y avait certaines incohérences totalement oubliées. Et là, je pense que si on doit essayer de représenter ça sur une map monde, Il ça faudrait serait la pas remettre à plat. À mon avis, il faudrait Ouais. faire toutes les zones. On me dit aussi dans l'oreillette que les jetons pourpres qui manquent pour les drops speedrush devraient arriver dans la semaine normalement. Ouais, les maps avec plein de soleil entre autres. Oui. Labo abandonné, il n'y en a pas non plus. Après, celle-ci est moins difficile parce que tout est à plat et donc disons que quand on met une map monde, c'est aussi pouvoir facilement utiliser l'autopilotage. Donc par exemple sur les fungus c'était pas possible, la Glour Céleste c'est pas possible, Arbracam c'est pas possible, le labo des Wabbit et la zone d'Azak c'est des zones qui sont déjà à plat. Pareil pour la tour de la Clepside, je voyais que ça avait été remonté. Pareil, il en faudrait une, mais elle est moins problématique dans le sens où toutes les cases sont déjà disponibles. Pareil pour la zone Elysael par exemple. Une question sur la fusion des serveurs. J'ai vu certains streamers beaucoup en parler et faire des analyses en ce moment. Pour l'instant, ce n'est pas prévu, non. Disons que les serveurs se vivent bien, il y en a qui vivent mieux que d'autres. Malheureusement, avec ce genre de vidéo-là, il y a des sensations comment dirais-je, des effets de tout le monde part du serveur pour aller sur l'autre. Mais pour l'instant, les serveurs se tiennent bien. Ils ont beaucoup de marge par rapport à ceux qu'on avait avant, par exemple Rubilax ou des choses comme ça. Donc, pour l'instant, c'est pas prévu d'en faire. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire d'analyse pour comparer à quel point un serveur est en vie ou pas, mais voilà, force est de constater que ce genre de choses, ça a créé souvent des cercles vertueux et des cercles vicieux pour certains sujets, pas pour certains serveurs. Pour les missions de guilde de quête, si je dis pas de bêtises, ce sera que pour les quêtes répétables de Vulcania. Donc ce sera pour cet été et ce sera des quêtes spéciales. Et d'ailleurs, les quêtes spéciales, elles ont été un petit peu modifiées lors de la dernière mise à jour, donc maintenant elles rentrent plus dans le bundle. Et on a fait quelques améliorations encore supplémentaires pour que ce soit moins frustrant d'avoir des quêtes spéciales, des missions de guilde spéciales pardon, qui apparaissent. Je vois quelqu'un qui évoque encore l'autofollow avec l'ATP. C'est vrai que potentiellement, étant donné que maintenant on a l'ATP directement avec la map monde, il y a peut-être quelque chose à envisager à terme pour TP aussi le groupe ou ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est pas prévu actuellement. En tout cas, pas à ma connaissance. Je voyais une question qui demandait si tout ce qu'on a dit aujourd'hui serait disponible dans le patch note qui arrivera. Il y aura même des informations en plus, notamment les modifs UPR dont on n'a pas parlé aujourd'hui. Oui, le détail sur les équipements, tout le debug qu'on n'a pas présenté, mais qu'il y aura aussi. Ouais. Sur la partie Helio et Sadida, on ne dit pas qu'il n'y a aucun problème avec ces classes-là. En effet, on a vu, et enfin même avant le speedrush, on savait que c'était des classes qui performaient très bien quand elles sont très bien utilisées. C'est juste que pour l'instant, on préfère essayer de diluer et d'aller étape par étape. Pour l'instant, le CRAS était vraiment notre priorité pour cette mise à jour-là. L'Hypermage aussi, parce qu'on fait du suivi sur les modifications qu'on a fait. Je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais sur le Sadida et l'Helio, mais c'est des sujets qui sont toujours un peu compliqués, un peu touchy, notamment sur l'Helio. Lorsqu'on avait fait nos dernières modifications lors de la mise à jour, lors de la sortie de Unity, ça avait été assez mal reçu, donc ce n'est pas des sujets à traiter à la légère.
Et étant donné qu'on a énormément de fonctionnalités et de choses qui arrivent pour cette mise à jour-là, on préfère se concentrer pour faire les choses bien et pas tout faire et sans aucun suivi derrière. Sur Loginac, c'est pas du tout prévu pour le coup, pardon. Je vous donnerai pas la liste des nerfs, des objets légendaires, de l'Upermage, des trophées, ni des Dofus. Il faudra venir voir en bêta parce que il faut un moment où ça doit être communiqué et on préfère le communiquer à tout le monde via un patch note plutôt qu'en live pour ceux qui ne peuvent pas forcément y accéder. Les trophées, c'est notamment les Prisma, oui. Quand je dis trophées, c'est vraiment, c'est vraiment tous les slots hors Dofus, mais tout ce qui s'équipe dans les 6 slots du bas. Oui, il y a une option qui a été ajoutée pour enlever les voix. Oui, les up et nerf vont être dans le patch note et il sort en même temps que l'ouverture de la bêta, donc demain. Je ne peux pas vous dire l'heure exacte, enfin je pourrais, mais je ne suis pas sûr et certain, donc Ne nous engageons pas sur ce terrain. je ne vais pas m'engager exactement. Ok, bien écoutez, je vous propose de prendre peut-être une dernière question et puis on peut clôturer ici si ça vous va. Une fourchette de l'or, je ne préfère même pas. Il peut se passer tellement de choses. Le passé m'a montré que c'était facile d'être confiant et que ça se passe mal, donc je ne dirai rien. Pour ce qui est besace de groupe, mode tactique, no anime et monture en combat, j'en ai déjà répondu à 3, mais je rajoute besace de groupe dans le sujet, dans la liste. C'est pas des sujets qui sont prévus de faire dans l'immédiat. J'en ai une pour toi, si tu veux, Dis-moi. Koto. Vider le cache sans supprimer les options. Ça servira à quoi du coup? Vider le cache, ça supprime les options. C'est vraiment le but du cache en fait. Il n'y a plus rien comme dans Flash. En fait, le cache maintenant sur la version Dofus 3, ça garde vos options, ça garde où est-ce que sont stockées vos interfaces, vos préférences utilisateurs, du genre quel dernier onglet vous avez ouvert dans l'HDV ou dans votre inventaire, ce genre de choses. Mais on n'a absolument pas dans le cache des maps, des textures, des quoi que ce soit. En fait, votre cache, c'est votre cache d'options. Donc si vous videz votre cache, bah, vous videz vos options. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le client, quand vous le lancez, il a un cache en interne, il garde des choses en mémoire, mais lorsque vous le fermez, tout ça est parti. Donc là, tu parlais notamment des maps et des monstres. C'est des choses où si vous voulez vider ce cache-là, il faut fermer la fenêtre, mais il n'y a pas besoin de cliquer sur l'option vider le cache pour C'est pouvoir ça. les retirer. En gros, on les précharge quand on rentre dans une map, par exemple pour une map ou un monstre, et on va le décharger qu'au bout d'un certain temps pour que vous n'ayez pas à le recharger en boucle. Et Mais ça, c'est pas dans le cache. Ouais, on avait hésité d'ailleurs à l'ajouter l'option, puisque Ouais. elle avait plus lieu vraiment d'être, et comme elle avait été beaucoup demandée, on l'a ajoutée. Mais en effet, elle a un fonctionnement qui est très différent aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant. Est-ce que tu en as une dernière, toi, Frills, ou pas? Non, j'étais en train de regarder, mais là pour le moment j'ai rien du tout. Pour ce qui est des revalorisations des ressources liées à l'élevage, comme je disais, on prend encore un peu de recul sur le sujet. Il y aura probablement des modifications qui arriveront dans les prochaines mages, mais c'est un sujet où il faut qu'on y aille progressivement, il ne faut pas qu'on y aille trop fort non plus d'un coup. Donc on y va petit à petit et on prend le temps d'avoir le recul nécessaire pour pouvoir faire les modifications nécessaires. Voilà, et bien écoutez, je vous propose de clôturer ici ce live, si ça vous va. Merci beaucoup d'avoir été là, Koto. Merci aussi, Frills, pour ce live de présentation de la mise à jour. Merci aussi beaucoup à vous d'avoir été là pour pouvoir et nous écouter pendant quasiment 2h30 pour présenter cette mise à jour 3.6. On espère qu'elle vous fait plaisir, que vous avez au moins une chose dans le lot qui vous aura donné envie de venir tester la bêta ou de venir
vous relancer dans le jeu Dofus. En tout cas, de notre côté, nous, on est plutôt fiers de cette mise à jour-là. Il y a un gros nombre de sujets qui sont arrivés, qui devaient être faits depuis longtemps et qu'on est heureux de pouvoir vous présenter. Donc, on a vraiment hâte de lire vos retours vis-à-vis de ces sujets-là sur la bêta. Et on espère que vous allez apprécier tout simplement. Bref, c'est fini pour le live. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Bye. Bye.